Parole véritable. Et yo, et yo, et yo, et yo. Hein. Bienvenue à tous. Yup. Parole véritable. Pow. Bienvenue Wow. au nouveau podcast. Nouveau podcast. Aujourd'hui, Nouvel les gars, épisode du podcast. Aujourd'hui, c'est très spécial. Je Non, le dis tout le temps. c'est incroyable. Je le dis tout le temps, mais là, Non, vraiment, aujourd'hui, c'est vous très, n'êtes pas très prêts. spécial. Vous n'êtes pas prêts de ce qui va arriver. Aujourd'hui, on est accompagné d'une personne très, très spéciale pour un épisode très spécial. Ouais. On va faire la partie 2 d'un épisode qu'on a déjà fait. On a fait avec monsieur David Delaplace, big up à lui, le visuel dans la culture. Le visuel de la culture, parce que c'est large, c'est dense, et il y a beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, on va faire la partie 2 du visuel de la culture, avec une personne vraiment qui... Bon, restez, vous allez entendre, ça va être incroyable. Évidemment, c'est Parole Véritable, c'est DJ Flexstar, c'est le Bougarno, a.k.a. Arnaud Tomatique, Arnaud Tomatico, Arnito, Arnitendo, Sir Arnaud de Bergerac. Fallait l'envoyer celui-là. Fallait l'envoyer celui-là aussi. Non mais tous les jours, Voilà. tous les jours. Pour ceux qui nous écoutent en audio, bienvenue à vous, installez-vous, c'est Parole Véritable, on va passer un bon moment. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument de l'histoire du hip-hop. Hein. Oui. Qu'est-ce que je fais? Je ring the fucking alarm. On dirait, envoie la mode de fucking alarme, ils vont C'est partir. parti. Attention please. Aujourd'hui, on est avec un monsieur qui est très important dans la culture hip-hop, pas que française, mondiale. Il a bossé avec Jay-Z, avec Mobb Deep, Capone Noriega, et tout. Il n'est pas que photographe, il réalise aussi des clips. Il est très très chaud dans l'artworking, Véritable directeur artistique, hein, dans son directeur artistique, architecte visuel. Voilà. Donc là, trêve de plaisanterie, je vais accueillir s'il vous plaît Monsieur Armen, s'il vous plaît. a.k.a. Armeni Blanco, a.k.a. Armeni Code, a.k.a. Giorgio Armeni. Voilà. On peut l'applaudir. Bravo, belle. Hein. Voilà. Bonjour Armen. Belle introduction, merci les gars. Merci beaucoup, merci infiniment d'être là. Franchement, tu sais pas à quel point tu nous fais plaisir. Merci à Je vous, sais déjà. que nos auditeurs, les gens qui nous suivent, te connaissent pour la plupart, mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas, ben, on va essayer de revoir ton parcours ensemble, discuter de tout ce que tu as fait. On a fait plusieurs lives ensemble où tu étais intervenu. Un seul. Un seul live où tu étais. On échange beaucoup en DM, mais c'est pour ça. Ouais. Où tu étais venu, tu avais fait une belle intervention qui avait été saluée par beaucoup de gens, parce qu'on avait senti le knowledge et la légitimité, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est beau. Nous, chez Parole Véritable, on aime le hip-hop. Bon, ça coule sous le sens, mais ça tombe sous le sens, mais on aime les histoires et les destins dans le hip-hop. Et toi, tu as l'un des plus beaux destins dans le hip-hop. Tu as commencé depuis le début, Ouais. et presque 50 ans après le hip-hop, tu es encore là. Tu es actif, tu as un CV long comme le bras, tu as bossé avec énormément de monde, tu as fait des choses vraiment incroyables quand on regarde ton CV, quand on essaie de lire le parcours. Bon, on se dit, mais attends, ça, et ça, et on n'en parle pas plus que ça. Là, il y a beaucoup de jeunes, d'auditeurs qui ne te connaissent pas forcément. Ben voilà, ce podcast, il va nous permettre de pouvoir aller depuis le début et de rentrer en profondeur dans ton parcours, raconter comment tu vois le hip-hop, l'évolution, comment c'était au début, parce que au début, c'était pas comme ça, c'était pas aussi ça. Donc, question toute simple, hein, du début, voilà, comment t'es rentré dans le hip-hop? Comment ça s'est passé au début? Bah, en fait, 82, moi donc j'avais 13 ans, Ok. donc très jeune. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que 13 ans, on ne se rend pas compte, parce que moi, dans ma tête, j'avais pas le sentiment d'être jeune, mais en vrai, je me rends compte en voyant ma fille, sa fille, en fait, c'était très jeune. J'ai un pote de classe, je suis dans une école dans le 10e arrondissement de Paris, et mon pote Suleiman, son grand frère, va dans ce qu'on appelait les après-midi du Bataclan, qui se déroulait dans un espace qui s'appelait la Grange Jaubel à Paris. Et alors je sais plus exactement la date parce que j'ai des pertes de mémoire fantastiques, mais ça arrive à tout le monde. Mais en gros, il y a un tour qui vient en France qui s'appelle le New York City Rap Tour, dans lequel il y a les Rocksteady Crew,
Afrika Bambaataa, Grandmaster DST au platine, Futura 2000, Ramelzi, et il y avait du Double Dutch, et puis je crois qu'il y avait d'autres personnes. Il me semble qu'il y avait d'autres gens, mais de mon souvenir, moi, c'était ça. Et en fait, moi, on m'y emmène en me disant, il y a des Américains qui font une démonstration de danse. Moi, je ne suis pas du tout dans le hip-hop. Hein. Je ne sais même pas ce que c'est que le hip-hop. J'écoute plein de musiques très différentes, mais j'écoute pas du tout. Enfin, le rap, je sens que le rap va arriver, mais je ne le décris pas en tant que rap. Pourquoi ? Parce que la seule autre boîte dans laquelle j'ai le droit de rentrer en tant que mineur, c'est le dimanche après-midi à la Scala. Et il passe que du funk. Mais dans la sélection, tu as Sugar Hill Gang. Tu as tous ces trucs-là. Et donc, du coup, tu entends que les mecs balbutient, font du rap sur de la funk, mais on n'appelle pas ça du rap encore. C'est pas encore siglé. Et donc, mes potes m'emmènent à la Grange Obel. Et quand on arrive, donc chez la Grange Obel, c'est un petit couloir pour rentrer dans cet espace. C'est vers... dans le 19e à Colonel Fabien. Et puis, c'est les Black Panthers qui font la sécurité du truc, tu vois. Et moi, ils ne veulent pas me laisser rentrer au début. Et alors, pourquoi, je ne sais pas, mais certainement parce que pour eux, j'étais trop jeune, tu vois. Et le grand frère de mon pote bataille, et finalement, on rentre. Donc, on avait raté le Double Dutch, et puis je ne sais plus trop quoi. Et alors, ça aussi, c'est un autre souci. C'est que moi, j'ai le sentiment d'avoir été à la Grange Obel, et tout le monde me dit, mais non, c'était au Bataclan. Et je ne sais pas pourquoi, donc je mélange un peu ces deux trucs, mais peu importe, je me retrouve dans cet univers où, quand je rentre comme ça, il y a des gens qui ont les yeux écarquillés et il y a les Rocksteady Crew qui dansent. Moi, quand j'arrive, c'est les Rocksteady Crew qui dansent. Et pour la première fois, je vois du break. Et il y avait Futura qui faisait un graffiti, bon, il y avait du truc. Et là, la musique, l'univers, tout me prend, mais je connecte pas, en fait. C'est-à-dire que je vois quelque chose comme si je voyais une démonstration d'un truc extraterrestre, un peu, tu vois, sans comprendre l'énergie du mouvement, comment elle allait affecter la France, comment elle allait m'affecter moi. Mais je reste bloqué sur le break. Breakdancing, pour moi, b-boying, c'était le truc de ouf. D'autant que... 13 ans, quoi. T'as 13 ans, tes trucs, tout ce qui est un peu culture américaine, ça te touche. Et là, je vois notamment Crazy Legs, Prince Ken Swift, Frosty Freeze devant moi, et qui sont des pionniers du style et du b-boying, tu vois. Et t'es là, tu fais, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc de fou. Et chose que j'ai pas beaucoup dite, mais mon papa à moi était danseur, était chorégraphe, et il avait un ballet de danse russe. D'accord. Et la danse russe, il y a beaucoup de choses qui ressemblaient au break. Parce que c'est très physique, ouais. C'est très physique, tu as beaucoup de choses qui se font au sol, où tu as l'impression que les mecs font des passe-passe, ce qu'on appelle des quick steps en anglais, dans le break, dans le b-boying. Et moi, je vois ça, je fais putain, c'est ouf, ils adaptent le truc que fait mon père, mais en moderne, en truc et tout, tu vois. D'accord. Et tu sais, comme tout jeune, excusez-moi, comme tout jeune, tu es toujours une référence à tes parents, à ce que font tes parents et tous ces trucs-là. Et nous, on n'a jamais eu vraiment une vie d'artiste comme telle, parce que mes parents voyageaient partout dans le monde, moi je vivais avec mes grands-parents, enfin tu vois, c'était pas non plus... je suis pas l'enfant de Johnny Hallyday, mais c'était une vie un peu de bohème, mais qui faisait que la famille vivait grâce à ça. Et enfin, c'est pas pour justifier de quoi que ce soit, mais mon papa dansait, puis c'est un ballet de danse russe, c'est quand même très particulier, tu vois. Enfin, c'était une niche, quoi, entre guillemets. Mais bon, moi je vois ça. Donc forcément, quand je rentre à la maison, je dis à mon père, tu te rends compte, j'ai vu ce truc-là, c'est dingue et tout. Et puis mon père, lui, tout de suite, il dit, mais ça ressemble à quoi, tu vois? Et alors, j'étais incapable de lui expliquer. Sauf que la même année sort Flashdance. D'accord. Et donc mes parents m'emmènent voir Flashdance, parce que nous, on a toujours été très éduqués. Mon père a vraiment tenu à nous éduquer, mes parents, pas que mon père, mais musicalement. C'est-à-dire qu'on a toujours écouté de tout. Moi, je suis d'origine arménienne, donc on a la musique de ma culture, mais aussi la musique russe, parce que mon père avait son truc. Comme il voyageait beaucoup dans le monde et beaucoup aux États-Unis, j'écoutais déjà énormément de soul, sans savoir que c'était de la soul. Et ma mère adorait Gloria Gaynor, tu vois, des Roberta Flack, elle écoutait des trucs de ouf. Donc c'était super éclectique à la base. Ouais. Donc moi, j'ai vraiment écouté beaucoup de musique. Et donc, on nous emmène voir Flashdance, et bam, je retombe sur Mr. Freeze, sur Crazy Legs, Mr. Freeze qui fait le moonwalk. C'est quand même le mec qu'on voit faire le moonwalk pour la première fois dans le monde entier, tu vois, avec son parapluie. Et Crazy Legs, je dis à mon père, bah, c'est ça. C'est ça que j'ai vu.
Et mon père me dit ok, super, mais ils finissent pas leur mouvement. Je lui dis mais qu'est-ce que ça veut dire ça, ils finissent pas leur mouvement? Bah, une fois qu'ils finissent, ils sont comme ça, accroupillés, c'est dégueulasse, il me dit. Et en fait, là, je comprends, je comprends la différence générationnelle, la vision de mon père, qui était trop dans un truc d'artistique, alors que moi, je suis dans un truc de performance en vérité. Mais peu importe. Et là, je connecte vraiment le Rubik's Cube, qui commence à tout doucement, les couleurs, elles commencent à se mettre, tu vois. Et je me dis, putain, mais c'est ça que je veux faire, quoi. Et ouais, je me mets à danser tout seul. Et à la même année, je me fais virer d'un bahut dans Paris. Je me retrouve dans une boîte à bac à Vincennes. Et en fait, je connecte, parce que le hip-hop commence à être partout, en vérité. Et je me connecte avec le moins de mecs qui dansent, tu vois. Ok, dès qu'il y a un mec qui danse, t'es de quel crew? C'est même pas t'es de tel crew, c'est tu fais du break, tu smurfs, d'accord. tu vois, t'arrives, je prends le métro à République, j'entends Africa Bambaataa, je fais la musique Africa Bambaataa, j'arrive, c'était Joël Ferrati des Timidés sans complexe qui faisait la quête tout seul, qui breakait tout seul dans le métro. Wow. Tu connectes, tu vois. Après j'arrive à Vincennes, je connecte avec 2 gars très importants pour le développement dans la culture, qui est un mec qui s'appelle Nicolas Kebi et un autre pote à moi qui s'appelle Stéphane, qui eux 2 dansent déjà ensemble, un break, l'autre fait de la danse debout, Smurf à l'époque. Et puis et eux s'amusaient un peu à me titiller, genre tu danses et tout, vas-y fais voir ce que tu fais, genre pour me mettre à l'amende, tu vois. Et puis moi je danse, mais j'avais jamais dansé avec qui que ce soit devant personne, tu vois. Et je danse. Et puis ils se disent quand même, c'est pas pourri, tu peux y arriver, quoi. Tu vois. Et là on se met à se connecter, on se met à vraiment danser ensemble et on crée un groupe qui s'appelle les TKS, qui aura une grande importance par la suite dans la culture hip-hop. Mais moi je les ai quittés à ce moment-là. D'accord. Et une autre personne vient de Vincennes, qui habite à Montreuil, qui vient aussi danser sur cette dalle de marbre dans le centre Georges Pompidou où on s'entraîne. Un garçon qui s'appelle Théo, qui à l'époque fait partie d'un groupe qui s'appelle les Vicious Sharks, qui sera beaucoup plus connu plus tard pour être les requins vicieux. D'accord. Ok. Et c'est Théo, en fait, qui, lui, fait vraiment le truc de me connecter, à m'emmener dans une salle qui s'appelle la salle Paco Rabanne, où on va beaucoup plus souvent au hall pour faire la quête. D'accord. C'est là que je rencontre Kenzie pour la première fois. D'accord. Kenzie et moi, on a 13 ans. On crée un groupe. C'est incroyable. on crée un groupe ensemble qui s'appelle les Babyface Killers. Enfin, on rentre dans un groupe qui s'appelle les Babyface Killers. Kenzie, à l'époque, vit à Paris et il traîne avec un mec qui s'appelle Dozer, qui fera partie plus tard d'un des plus gros groupes de tag de Paris qui s'appelle les TCG, The Crime Gang. D'accord. Et avec un style incroyable de tag. Et Kenzie, smurfer. Très très bon danseur, ça faut le dire. Et c'est bien avant le sectorat, tout ça, avant que tu bouges à Sarcelles. C'est pas connu pour ça, mais ok. Et puis donc du coup, tout se connecte tout doucement, tu vois, on connecte des gens, tu vois. Et puis donc nous on crée les TKS, mais moi étant parisien, ayant vécu dans le 10e, j'ai grandi à Château d'Eau. Avec les Aïrois, avec les Congolais, avec les sapeurs, les gars qui mettent les jeans jusqu'ici, les John Lops à 2000 francs, 2500 francs à l'époque. Donc moi, j'étais un peu un truc, tu vois. Mais c'est mon quartier, en même temps, tu vois. C'est mon truc. Rue du Faubourg Saint-Denis, les cinémas de karaté, tu payes 5 francs, tu restes toute la journée, tu vois tous les films de Bruce Lee. Voilà, moi, j'ai grandi avec ça. Incroyable. Et puis... j'ai vu que je voulais en dire. Ah oui, non. Et donc, je quitte mes potes des TKS en vérité. Pourquoi ? Parce que déjà, ils sont sur le Val de Fontenay. Donc, moi, je faisais tout le temps Vincennes, Val de Fontenay, tout ça. Puis à la fin, ça devenait long. Et une fois que j'ai en fait, je me suis émergé dans le hip-hop parisien, entre guillemets, où tous les gens de banlieue venaient, mais la salle Paco, t'avais tout le monde, t'avais les PCB, t'avais les Actuelles Forces, les groupes qu'on fait. Donc c'est eux qui venaient à toi, pas toi qui avais... c'était génial, tout est dans mon quartier, tu vois. C'est-à-dire que j'habitais Château d'Eau, je marchais, j'allais Colonel Fabien, je traversais le canal Saint-Martin, j'étais à la Grange Obel ou à la salle Paco Rabanne. Ensuite, on découvre le terrain vague de la Chapelle, tout à côté de chez moi en vérité, tu vois. Le soir, je sors de l'école. Je prends le RER, je fais Fontenay-sous-Bois, enfin Vincennes, Gare du Nord. Gare du Nord, je sors. Au bout de l'allée de Gare du Nord, avant le tunnel pour aller à la Chapelle, tous les requins vicieux dansent là-bas. Donc, Maurice, Charles, Jean-Gabin, c'est des danseurs. Moi, je veux pas. Je sais ce que sont les requins vicieux, ce que les gens connaissent de ce que a été les requins vicieux. Mais moi, mon rapport avec les requins vicieux, ça a toujours été au travers de la danse. Donc moi, je connais le premier groupe des requins vicieux, que sont Maurice, excellent smurfer, Charles, Breaker,
Jean Gabin, on ne sait pas, mais breaker avant tout. Ensuite, il est devenu danseur de hype, mais à la base, il était breaker. Daouda, Bonnie, enfin, toute la clique des premiers gars et tout ça. Et moi, naïvement, en petit Zulu, Peace, Unity, Love and Having Fun, qui me greffe à ce groupe, tu vois. Et avant d'aller sur la dalle à la chapelle, je me mets à danser avec lui. Il y avait un autre pote aussi qui était un très très bon pote de Théo qui s'appelait Ibrahim Seck, qui lui dansait avec eux, mais dansait aussi à la dalle, enfin tu vois. Et lui, c'est un Sénégalais, mais enfin on s'en fout qu'il soit Sénégalais d'ailleurs, je sais pas pourquoi tu dis ça, mais qui avait le cœur sur la main. C'était mon frère. Lui, il m'a appris plein de figures. La coupole, je l'ai passée grâce à lui. Enfin bon, bref. Et tout du coup, tout faisait ça. Mais toi, ça arrive très vite. Tu vois, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a Flashdance, derrière on a Beat Street, Break Street 84 sont les films. Où bien sûr, c'est tous les acteurs, surtout dans Beat Street, des gens que j'avais vus en vrai, quoi, tu vois. Et puis moi, je m'identifie complètement à ça, au mouvement, à ce que représente la Zulu Nation à ce moment-là, parce que ça a changé très vite après. Et puis, je fréquente le milieu du hip-hop français de ce moment-là, c'est-à-dire aussi bien le début d'HIP-HOP que l'après-HIP-HOP, quand ça a été le déclin total, où tout le monde pensait que c'est une musique qui ne perdurait pas, une culture qui ne perdurait pas, un mouvement qui ne perdurait pas, des disciplines qui ne perduraient pas. Et aujourd'hui, on est en 2022, depuis 1982. Imagine, ça fait 30 ans, plus que ça même. Et 40 ans. Et voilà, tu vois, j'ai 53 ans, on est là. Incroyable, t'as commencé à 13 ans, il a 53 ans. Non mais c'est un truc de fou. C'est un truc, hein. Mais en fait, rapidement, t'es rentré dedans, mais très profondément en fait dans le truc. Ouais, moi je suis très passionné. C'est-à-dire que dès que tu touches, j'ai un peu un syndrome en anglais on appelle ça ADHD, je pense. C'est que moi quand je fais quelque chose, je le fais par passion, je le fais à fond, je le fais pas. Et je le fais jusqu'au bout, je le fais pas. Donc parallèlement à ça, ce qui est rigolo, c'est que je fais du BMX aussi. C'est-à-dire que je découvre le BMX et le hip-hop à la même période. Et donc du coup, je me divise en deux, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que l'après-midi, je vais au Trocadéro, on fait du vélo avec mes potes. Le soir, je rentre, je prends une douche, je repars avec mon groupe, le dernier groupe que j'ai intégré, qui est les TMS. Et je fais un gros shout-out à mes membres, Rachid, Michou, Muck, Niki et Dem. Et avec qui je suis toujours pote. C'est mes amis, tu vois, depuis toutes ces années. De 40 ans. Et puis, 40 ans, quand même. Et donc ça, c'est le groupe avec lequel, par contre, là, on n'a plus le même niveau, là. Là, on rentre dans le cercle, les gens se taisent. Et donc, du coup, je repars chez moi, je prends une douche et je retrouve mes potes au Troca, et là, pour breaker. J'étais. C'était des vraies journées. C'était des sacrées journées. J'étais un mutant. J'avais des muscles, je savais même pas. Tu sais, quand t'as Jamel Debbouze qui dit « Oh, j'ai un muscle, je sais pas ce que c'est. » Moi, je l'ai vu, ça. C'est ça. Et donc, voilà, ça, c'était ma vie de 85. Bon, avec les études, attention, j'avais pas le droit de faire le gogol, mais c'était mercredi après-midi, c'était les week-ends, tout ça. Et puis ça, c'est ma vie jusqu'à 87. Vraiment. Partager BMX, hip-hop, BMX, hip-hop. Et après, la fin de 87, c'est une période très transitoire, on dit. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a les vendredis du Globo, donc depuis longtemps déjà, chez Roger Bois de Funk. Et en fait, là, je sens une progression qui ne me convient pas du tout, qui est trop intégrée au hip-hop. C'est tout le côté violent, rue, de ce qui en fait partie, malheureusement, puisque l'univers dans lequel on vit, c'est ça en vérité, tu vois. La société, c'est ça. Mais tout le monde grandit, c'est-à-dire qu'on a 14 ans, on est naïf, on croit en un idéal qui est le hip-hop, la Zulu Nation et tous ces trucs-là. Puis tu as 15 ans, 16 ans, tu vois que tu as plein de potes à toi qui galèrent, qui ont des problèmes sociaux, familiaux, problèmes de drogue, des trucs complètement qui font partie de la vie avec lesquels toi tu dois dealer. Mais du coup, c'est là que tu comprends que tu deviens un peu plus mature et que tu vieillis et que tu es obligé de faire face à des problèmes qui ne sont pas des problèmes d'enfants, mais des problèmes réels. Tu vois le monde réel. Et puis, à ça se greffent des mouvements de bandes, où les bandes commencent à devenir de plus en plus agressives, à dépouiller un peu qui est n'importe quoi, sans savoir qui est qui est quoi. Et moi, je ne peux pas m'identifier à ça parce que de mon passé, alors certes, oui, mon papa était danseur, mais à la base, mon père, il est né au Liban, en pleine guerre. Il a fait la guerre, tu vois ce que je veux dire. Il a vécu la guerre. Ils ont vécu
Lui, il est né après la Deuxième Guerre mondiale, grandi dans des pays où il y avait la guerre sans arrêt, les conflits religieux et sociaux, à se battre pour un oui, pour un non. Il y a l'histoire de ma culture, mes origines arméniennes, où on a comme été le premier génocide du XXe siècle. Donc moi, tout ce qui est violent, je l'assimile à la perte d'un membre familial. Pourquoi ? Parce que j'ai encore des cousins au Liban et que quand je suis petit, je te parle quand je suis petit, je vis avec mes grands-parents, on reçoit des lettres, parce qu'il n'y a pas d'internet, rien du tout, où on te dit, t'as tel cousin qui vient d'être décédé parce qu'il y a un sniper, il jouait sur son balcon, un sniper l'a tué en pensant que c'était un gars qui se planquait, et il avait 8 ans, tu vois. On a des gens de notre famille qui vont faire les courses dans un supermarché, explosion de bombe, attentat. Mais ça, c'est des choses qui arrivaient en Syrie, au Liban, des trucs comme ça. Moi, mon père, quand il est venu vivre en France, il avait 18 ans. Donc, si tu veux, moi, j'ai grandi avec des choses de... ma réalité violente à moi, elle était liée à ça, si tu veux. Tu vois. Donc, moi, quand je voyais des mecs se dépouiller pour une paire de Weston, je ne comprenais pas. Tu vois, pour moi, c'était de la violence inutile. Tu dis quoi, on est dans le confort. C'était gratuit, tu vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vers 87-88, le hip-hop intègre beaucoup ça. C'est-à-dire ce côté bande, revendicateur du quartier, de quelle bande tu fais partie. Souvent, les bandes sont liées à des familles. Et tu vois, et puis tu te confrontes à des trucs où toi, à la base, tu es là pour venir danser, pour t'amuser. Having fun, quoi. Et en fait, si tu veux, moi, je commence à me détacher de ça parce que je me rends compte que je ne vais pas ça. Si tu veux, mes grands, qui sont les gens dont je vous ai parlé tout à l'heure, eux partent vraiment dans un délire extrême qui fait que leur légende à eux, de ce qu'on connaît d'eux, c'est pas ce que moi, j'ai connu d'eux. Tu comprends ce que je veux dire ? On voit tout à fait ce que tu veux dire. Moi, quand je vais à la Grand Jobel, je suis assis sur l'estrade, sur la scène, et puis je vois des défis de mecs qui dansent, et je vois mon gars Maurice qui défie Joe Star en Smurf, tu vois. Et les gars, c'était tellement un moment pas prévu que tu as un Joe Star torse nu avec un pantalon en velours à pince, avec des Weston Golf, en face d'un Maurice en col roulé, en jean 501 brut, avec des mocassins Weston, et les mecs se cartonnent en hip-hop, en Smurf. Mais vous savez même pas le level qu'ils avaient, ces mecs-là. C'était des assassins. Et moi, je vois mes potes, je suis là, oh, putain, ça tue, on le vit le truc, tu vois. Sauf qu'après, il y a eu la dérive de ce que ces mecs-là ont décidé de devenir. Que je respecte, les gens que j'aime, je les aime toujours, tu vois. Mais d'autant que moi, ils ont toujours eu un côté très protecteur avec moi. Parce qu'ils savaient que j'étais naïf et que moi, je faisais les choses par passion. Mais si tu veux, tout ce cumul de choses-là, où un jour, je sors du Globo, on était en 88, je pense, 87, 88, et puis je me retrouve à une équipe de gens beaucoup plus jeunes que moi, et qui commencent à m'insulter, à me foutre la main dans les poches, et des trucs de ouf, tu vois. Bon, ils étaient 30, j'allais me faire piétiner si je faisais le con, tu vois, mais bon, moi, je me laisse pas faire, s'il faut y aller, tu vois. Mais ça correspondait plus du tout à ce que je vivais de ce mouvement. C'était inutile pour moi, tu vois. Donc j'ai dit, tu sais quoi, regarde... Et j'avais le BMX toujours parallèlement à ça. Je me suis dit, c'est quoi le BMX en ce moment ? Tu es en train de commencer à écrire des articles. Tu vis le truc aussi par passion du même côté. Va dans quelque chose de positif. Dans ta vie, tu as toujours voulu quelque chose de positif plus que quelque chose de négatif. Tes amis resteront tes amis pour la vie. J'ai toujours écouté du hip-hop. J'ai toujours, quand je me suis séparé un peu d'une certaine catégorie de personnes, j'ai fréquenté toujours mes amis que j'avais au terrain vague de la Chapelle, que sont... les BBC et plein d'autres gars, tu vois. Les gars de mon groupe, je les ai toujours vus. En plus, on partait en vacances ensemble et tout. Donc, ça a toujours été... Mon hip-hop, en fait, est devenu un microcosme. Oui, bien sûr, t'enlèves les gens avec lesquels t'as demandé d'infinité, tous les gens truc, etc. Qui correspondaient plus. Et surtout que j'avais le BMX dans lequel il fallait que je m'entraîne, que je roule. Je commençais à écrire. Et à l'époque, je savais même pas que je voulais faire de la photo, tu vois. C'est venu beaucoup plus tard. Enfin, c'est en 91. Donc, je faisais des choix, si tu veux. Je vivais mes passions à fond. Et qu'elle m'enrichisse intellectuellement, mais pas qu'elle me fasse descendre. Tu arrives à un âge, l'âge adulte, où tu dois faire tes choix de vie aussi. On a tous arrivé, il y a des potes qui font ceci, il y a des potes qui font cela. Non, moi, mon choix de vie, c'est ça. Je vais te dire un truc, les gens dépeignent toujours la cité comme un truc de misère, de racaille et tout ça. Tous mes potes, moi je suis né à Aubervilliers à la base. Tous mes potes, ils ont tous leur bac. Ils ont tous bossé. J'ai jamais vu des potes à moi partir en couille, tu vois ce que je veux dire. Et dans ma tête, tous les gens autour de moi, même ceux qui ont galéré, parce qu'il y en a forcément, il y avait toujours une envie de réussir, il y avait toujours un truc de ne pas se laisser entraîner dans le système et de trucs. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important malheureusement, on ne peint pas assez dans les films de banlieue.
On aime bien toujours montrer la merde, mais on ne montre pas les gens qui réussissent et qui réussissent comme des gens normaux, tu vois. Exactement. Et moi, j'ai eu la chance d'être entouré que de gens comme ça, tu vois. Et au final, je trouve que je préférais être dans ce truc-là. C'est-à-dire que quand je parle de mon microcosme à moi, c'était de gens où tout le monde s'élevait. Tu vois, il n'y avait pas de gens... Si on devait s'aider pour des raisons X ou Y, il y avait des différences sociales, il y avait des trucs, il y avait des machins, mais on était là pour s'entraider, pour se soutenir moralement, tout machin et tout, tu vois. Et je pense que ça, c'est ma philosophie du hip-hop, en vérité. Tu vois, c'est d'aider l'autre et qu'il n'y ait pas d'un truc de différenciation et que le moment où on te diffère, c'est quand tu rentres dans le cercle. T'es bon ou t'es pas bon? Tu vois, quand tu es sur le mur, quand tu fais ton graffiti, t'es bon, t'es pas bon. Quand tu prends le mic, que tu rappes, t'es bon, t'es pas bon. Si t'es pas bon, tu dégages, tu vois. Après, si tu fais des choses positives, on te respecte. Mais en vérité, c'est comme de juger quelqu'un sur la manière dont il est habillé. Tu sais, on dit on ne juge pas un livre à sa couverture. Malheureusement, si, tu vois. Donc, tu viens, tu fais ton truc. Ah ouais, respect. Tu vois, moi, c'est ça le truc. Et j'ai toujours eu cette philosophie-là pour tout. Tu vois, même pour les autres photographes qui étaient mes concurrents. Ça restait un cercle. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un cercle vertueux. Ça n'empêche pas de te respecter, mais quand tu rentres dans le cercle, c'est battle. Bien sûr. Mais battle, ça ne veut pas dire violence. Ça ne veut pas dire invective ou je sais pas quoi. Non, mais truc. Battle dedans, c'est violent. Ça peut l'être, mais... Non, mais c'est important. Moi, je l'ai vécu violent avec les Quinreux. Ou des fois, il fallait qu'on parte en courant et on se prenait des poubelles sur la gueule parce qu'il y en avait un qui a tapé un gars. Non, mais c'est important de le dire parce que le battle, ça ne veut pas forcément dire quelque chose où on est obligé de s'invectiver, de s'insulter ou je sais pas quoi. Non. La battle, c'est un truc qu'on se respecte. Oui. C'est un peu ce combat de samouraï où c'est deux mecs qui se respectent. On ne se respecte pas, il faut savoir qui c'est qui est le plus fort. Ouais, bien sûr, non, mais... Qui va mettre à l'amende. Non, mais on respecte dans mais je veux dire par là qu'il n'est pas censé avoir de gestes violents. A priori. Mais ouais, non, mais on est complètement là-dedans, tu vois. Et moi, c'est ça, mon hip-hop, c'est ça en vérité. Tu vois. En fait, t'es un mec positif, t'as toujours été un mec positif et t'aimes les gens positifs, les bonnes vibes, les bonnes énergies, quoi. Excuse-moi, c'est ça que je voulais te dire. C'est que peu importe qui on est, on a tous reçu une éducation et dans cette éducation, on a tous des principes liés à notre culture, liés à notre passé, liés à plein de choses. Moi, je connais pas une seule personne qui a pas reçu une éducation autour de moi. Tu vois ce que je veux dire? Même si les parents, ils se levaient à 5h du mat, ils allaient taffer à l'usine, ils revenaient, ils étaient claqués en mille. C'est à toi de prendre sur toi le fait que tes parents triment comme des chiens et de faire en sorte que tu leur fais honneur parce que s'ils sont là, c'est pour ça. Là-bas. Exactement. Et donc, du coup, c'est ça le côté positif pour moi. C'est de montrer qu'il faut qu'on y arrive. Tu vois, quel que soit le moyen, le côté par où tu rentres, la porte elle est fermée, saute par la fenêtre, cheminée. Ouais, t'as envie de t'émanciper, t'as envie tu sors. Exactement. Tu vois ce que je veux dire, c'est très imagé comme ça, mais c'est ça en vérité. Non, mais c'est exactement ça, Mais on l'entend dans ton parcours et on le sait que t'es un mec super cool, super positif et tout, mais c'est important que comment tu nous expliques ton entrée dans le hip-hop et l'évolution, parce que très vite tu nous dis que le truc il a pris un tournant qui t'a pas plu et que t'avais une autre passion, Dieu merci, t'avais une autre passion qui t'a permis aussi de continuer à cultiver cet appétit, cette curiosité naturelle que tu as en toi. Moi, il y a un truc qui est marrant, c'est que on a interviewé pas mal de gens, etc., que tu connais, des gens que tu connais de près ou de loin. Et à chaque fois, dans toutes les histoires, il y a toujours Armen. Souvent, on était à New York, il y avait Armen. On était à New York, j'étais avec Armen. On était à New York, j'ai croisé Armen. Un truc de dingue. Donc, très tôt, j'ai l'impression que tu vas à New York, tu fais partie des premiers contingents. Non, moi je vais à New York tard. En vérité, comparé, je te parle, là on est dans le chronologiquement. Moi je suis trop jeune pour aller à New York à la base. Tu vois, fin 88, j'ai 19 ans. T'as même pas de travail encore, je faisais encore mes études. Donc il y avait très peu de mecs qui partaient à New York en réalité, même pour se ramener de la SAP ou des trucs comme ça. Moi je pars à New York en 91. C'est-à-dire qu'en 91, je commence la photographie. J'arrête d'écrire En fait, à la base, j'écrivais des articles dans le magazine spécialisé de BMX, Bicross Magazine. Et en fait, écrire, c'était pas ma vocation. Et moi, ce que je voulais, c'est que j'ai toujours été... Donc ça vient forcément de mes parents, tu vois, mais attiré par l'aspect visuel des choses. Tu vois, l'aspect esthétique. Le graffiti, c'est esthétique. La danse, c'est esthétique. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose d'esthétique dans tout. Et moi, c'était ça que je voulais... J'ingurgitais ça sans le savoir. Et en fait, c'est à travers le BMX que ça s'est dévoilé. Et du coup, moi, j'ai demandé à faire de la photo. Et j'avais la chance, parce que les éditions dans lesquelles je travaillais à ce moment-là, de donner les pellicules gratuites et j'avais les développements gratuits. Par contre, des appareils, il fallait que je l'achète. Je les achète. Mais bon, c'est énorme parce qu'en gros, il n'y a pas un photographe
de ma génération, quand tu commences avec... on parle de mettre un film... bon, ça, c'est... je ne comprends pas ça, mais mettre une pellicule dans un appareil, de l'exposer correctement et tout ça, forcément, tu fais des erreurs, tu vois. Et moi, au début, j'y connaissais rien en photographie, donc il fallait forcément que je pay dues, tu vois, comme on dit en anglais, tu vois. Et donc, du coup, j'ai fait des erreurs, mais j'avais la chance, à ce moment-là, de ne pas avoir à payer ça, tu vois. Jusqu'en 91, je commence la photographie, et en même temps, c'est la première guerre en Irak, et les éditions ferment. Ah mince. Donc, en fait, le peu de mois que j'ai d'essais, les peu de semaines que j'ai eu d'essais à faire mes trucs, après, c'est démerde-toi, tout est pour ta gueule, tu vois. Donc là, j'achète mes pellicules, là, tu vois, je voyage tout seul à mes frais. Tu fais super attention. Et en fait, c'est comme ça que je pars aux États-Unis la première fois. Je pars 2 mois. Je fais un voyage au milieu des US, donc Saint-Louis, Chicago, Milwaukee. Ah ouais, le et Midwest, je pars en trip de BMX à rencontrer des mecs pour rider, faire des photos. Ah ouais. Et quand je reviens de ça, je monte une société de distribution de matériel pour la France, avec un magasin ici. Et on part, lui et moi, tout le temps, parce qu'on ne pouvait pas distribuer vraiment autant de matériel, parce que déjà, les mecs ne le fabriquaient pas. Et donc, du coup, il fallait qu'on parte avec des sacs vides et qu'on revienne et tout ça. Et on part en vadrouille, on va dans les salons du cycle et tout, et on finit par aller à Philadelphie. Et donc, Philadelphie, c'est à 1h30 de New York. Et c'est comme ça que je vais la première fois à New York. D'accord. Et donc, rien à voir au hip-hop. C'est le BMX. C'est le BMX qui m'emmène c'est là-bas, incroyable. en vérité. Mais tous les chemins mènent à Rome en vérité. C'est ça. Exactement. Sauf qu'une fois que je suis à New York, là, je capte la raison pour laquelle, depuis le début des années 80, cette ville me fait rêver. Tu vois. Et donc, de 91 à 93, donc, je fais essentiellement de la photo dans le vélo. Et parallèlement à ça, je fais mon service militaire en tant qu'objecteur de conscience. Vous savez ce que c'est, objecteur de conscience ? Non. C'est qu'en gros, avant, tu avais le droit de t'écrire une lettre et te dire que par éthique, tu refuses d'apprendre à te servir d'une arme. Ah, d'accord. Et que tu veux servir ta patrie, mais que tu ne veux pas la faire en te battant et que tu veux pas te servir d'une arme. Alors, il y avait 2 raisons à ça. La première, c'est que de toute façon, moi, dans mon éthique, je vous l'ai expliqué, j'étais... la guerre. Quand je dis que je suis non-violent, il ne faut pas croire que je suis un mec sur qui tu peux marcher et que c'est la fête. Hein. Moi, tu me casses les couilles, tu le sauras très vite. Mais ce que je veux dire par là, c'est que de manière générale, je ne suis pas quelqu'un qui aime la violence. J'en ai rien à foutre des sports de combat, j'en ai fait en plus, mais c'est pas quelque chose. Par contre, je pense que je l'ai suffisamment à moi, un peu comme Obélix, tu vois. Je suis né dedans pour savoir qu'au moment où ça sort, ben, ça pète et puis c'est cool. Mais souvent, eux, les gens les plus pifs. C'est ceux qui savent ce que c'est la vraie violence. Et après, je suis pas un surhomme. Hein, bien sûr. Mais puis, je me vante de rien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai jamais aimé ça. Quoi, tu vois. Et puis, en fait, quand arrive ce truc-là, le meilleur ami de ma sœur est photographe, lui, dans un ministère en tant qu'objecteur de conscience. Et lui, son service se termine. Parce que c'est un service de 2 ans, pas d'1 an. Mais tu es payé chaque mois, tu rentres chez toi tous les soirs, et il me dit, écoute, tu fais de la photo, moi je me barre, fais ce truc, tu dois aller à l'armée, tu veux pas faire l'armée, fais-le, et tu prends mon truc. Et nous, on s'arrange pour que tu rentres dans le service audiovisuel du ministère des Affaires sociales. Incroyable. Et donc, je me retrouve à faire des photos de ministres, à suivre les ministres. T'as shooté les ministres avant de shooter les rappeurs. Ouais. C'est incroyable. Et donc, en fait, je me retrouve à faire ça pendant 2 ans. Et puis, mais bon, parallèlement à ça, ma vie dans le BMX continue. J'ai un de mes potes qui s'appelle Olivier Rosset, avec qui je faisais du BMX, qui lui bouge en Suisse et qui commence à manager, à monter un label de musique et manager un groupe qui s'appelle Les Petits Boss et Double Pacte, 2 groupes en l'occurrence. Et il me dit, on n'a pas de photos, il nous faut des photos. Et là, je me mets à faire des photos des Petits Boss. Donc les premiers rappeurs que je prends en photo, c'est Les Petits Boss. Et donc je fais des allers-retours en Suisse. Et c'est en Suisse que je rencontre DJ Mehdi et Manuquet, par exemple. Tu vois, parce qu'ils sont en studio avec Yvan, le producteur, et qu'on se connecte comme ça, et que je revois très vite Mehdi chez Cut Killer. Parce que, en fait, moi, j'habitais à Château-d'Eau, Cut Killer à Strasbourg-Saint-Denis. Donc, 5 minutes, j'étais chez Cut. Cut faisait partie des IZB, donc moi, je connaissais tous les IZB. Et donc, du coup, comme moi, j'ai commencé à faire la photo, c'était évident pour Cut que ce soit moi qui fasse les photos. Et Cut, à ce moment-là, commence à peine les mixtapes, a besoin de photos pour lui, de lui et East, puis commence à avoir des invités. Enfin, bref. Et donc, du coup, la connexion se fait très vite d'abord comme ça, tu vois. Et puis ensuite, tout le monde voit mes photos des Petits Boss.
Et l'affiche cherche des photographes pigistes, le magazine L'Affiche. J'allais y venir. J'allais te dire, l'affiche Get Busy, authentique. Qu'est-ce que ça t'évoque? Et rap US. Mais en fait, si tu veux, j'arrive... donc moi, j'ai des ministres, des mecs en BMX et les petits boss en photo. Et donc j'arrive un jour à l'affiche, une de mes amies à l'époque qui bossait chez Delabel me dit « Mais pourquoi tu vas pas montrer tes photos à telle personne, tu vois ?» Et donc j'arrive à l'affiche avec un book. On me dit « Est-ce que tu as un book ?» Donc je fais un book, c'est un portfolio, un livre avec toutes tes photos. Et en fait, j'ai Kouchner, Simone Veil, Martine Aubry, tous mes potes en BMX, les petits boss. Et je crois qu'à ce moment-là, j'ai commencé à shooter Sléo parce que c'est Texaco qui m'avait reconnecté avec les Sléo que je connaissais déjà de l'époque hip-hop parce que c'était déjà des mecs qui allaient au terrain vague et tout ça. L'occurrence Jazzico surtout. Big up mon oncle. Hein c'est mon oncle, Texaco. Oncle Texaco. Et donc Tex me dit tu devrais te reconnecter avec Sly et Jazzico, ils ont besoin de photos. Et donc du coup, je crois que j'ai que ça, j'ai que les petits boss et les Sléo. Et donc j'arrive à l'affiche et l'affiche me regarde comme ça, ils hallucinent, tu vois ce qu'ils regardent. Et puis en même temps, moi je connaissais tout du hip-hop, tu vois. Un disque qui sortait, je l'avais de toute façon. Et là, on me dit ok, ce soir il y a House of Pain. Tu vas faire des photos en live d'House of Pain parce que nos photographes ça les saoute de shooter du live ou quoi. Et donc je fais des photos d'House of Pain. Sauf qu'entre temps, il y a un DJ qui s'appelle DJ LBR qui a son émission. Et avec qui, moi, on va souvent avec lui, avec Cher, que je connais déjà. Parce que Cher, je le rencontre au Trocadéro début des années 80 aussi. D'accord. Parce que Cher, lui, vient voir les mecs qui font du BMX. Il est passionné de BMX, mais il est déjà, tout doucement, il se crée son rôle dans le hip-hop. Donc je connais Cher. On va dans les soirées ZB, Cher, il est là. Parce qu'il y a toutes ces soirées-là qui sont importantes. C'est-à-dire que moi, je fréquente plus toujours le milieu, mais dès qu'il y a une soirée, j'y vais. Dès qu'il y a un truc où je vais pouvoir écouter de la musique et danser, moi, j'y vais. Donc je connais déjà tout le monde, tu vois. Et puis, donc j'arrive au truc. Bon, il me dit, OK, tu shootes. Et là, LBR me dit, ouais, il y a ce groupe qui recherche un photographe, qui sont pas contents de leurs images. Et ces mecs, ils vont péter. Ils s'appellent La Clica. Et je me dis, OK. Il me dit, donc, ça serait bien que tu rencontres... Brian, Jerry Wing et Chimiste. Et ce soir, ils sont en première partie de House of Pain. Et donc, j'arrive, je mets Nova. La Clica vont promotionner leur concert sur Nova ce soir-là. Ils font un freestyle de malade mental. Il faudrait sans doute que je m'excuse. Qui cherche trouve en quel support ses pleurs. Demeure une vérité même dans le bréviaire des menteurs. Mais j'écoute un truc proche de ce que j'aimais moi en plus. Ils étaient très dans un délire funk doubiest, des trucs new-yorkais très dark et tout. Et puis moi, j'aimais, enfin, je vais dire un truc qui va peut-être horripiler les gens, mais j'aimais pas le rap français. Je détestais le rap français, je trouvais que c'était pas au level des ricains et que les lyrics, ça cherchait trop à savoir bien écrire. Et du coup, j'avais vachement de mal. Après, je dis pas que j'aimais pas les... Tu vois, il y a des... NTM, par exemple, j'arrivais pas à écouter leur musique, mais je trouvais que en termes d'image, ils étaient incroyables, que leurs clips, c'était dingue, que, bon, je les connaissais depuis qu'ils étaient tous breakers, donc... Enfin, connaissais. Je savais qui ils étaient, j'étais pas pote avec tous, mais donc, du coup, je savais tout... à part IAM, parce que je connaissais personne dans le Sud, tous les mecs de Paris, je sais ce qu'ils ont fait avant, ce qu'ils ont fait au milieu et ce qu'ils sont devenus après. Donc, je me dis, mais putain, c'est ça, en fait. C'est que maintenant que je fais de la photo... le rap, c'est en train ça vit, en fait. Ça vit. Et je crois qu'il faut que quelqu'un soit témoin de ça, mais en connaissant bien le sujet. Pas en étant juste un photographe de mode qui va prendre NTM parce que c'est le groupe Chebran, parce qu'ils sont tous les soirs au bain-douche et que machin, tu vois, ou Assassin, ou tous ces trucs-là. Moi, je veux faire le truc vrai. Ouais, légitime. Parole véritable. Moi, c'était vision véritable. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup... Et c'est marrant, je vais vous dire, ah tiens, c'est drôle, je viens de trouver une belle onomatopée pour la suite. Et donc, du coup, moi, je me mets à faire des photos, et là, je shoot La Clica, je shoot les Sléo pour leur premier album, Ensemble pour une nouvelle aventure. À côté de ça, je rencontre Alliance Ethnique, et je commence à shooter des photos d'Alliance Ethnique. Et puis, doucement, je me rends compte que moi, les mecs que je shoot, c'est pas les mecs établis. C'est-à-dire que pour l'affiche, par exemple, pour le magazine, c'est Xavier Denot qui va shooter NTM, qui va shooter IAM, qui shoot aussi un peu Alliance Ethnique, mais tous les groupes un peu underground, c'est moi. D'accord.
Et je me dis qu'en fait, c'est pas plus mal. Ça me plaît bien parce qu'en même temps, je découvre des mecs et je me suis rendu compte beaucoup d'années plus tard qu'en fait, on a tous grandi en même temps. C'est-à-dire que le ménage à 3, la clica, plus tard Time Bomb et tous ces trucs-là, ben, moi, je faisais mes dents, eux faisaient leurs dents. Au mic, moi, c'était à l'objectif, tu vois. Et donc, du coup, je me suis mis à documenter toute cette scène-là. Sauf qu'avec l'affiche, le truc qui était incroyable, et ça, Dieu merci Olivier Cachin pour ça, c'est que dans le rock'n'roll, pour la promotion, on envoyait un journaliste et un photographe pour couvrir les plans promo des artistes dans le rock. Et Olivier a dit, mais pourquoi on ne le ferait pas dans le hip-hop? Et donc, du coup, Xavier et moi, on a commencé à partir en alternance dès 1994 aux États-Unis pour aller couvrir Keith Murray, Wu-Tang, Mobb Deep, tous ces trucs-là. Comme lui. Tu mets comme ça, vite fait, ouais. Non, mais le premier que j'ai fait, c'était Chub Rock. Tu vois qui c'est? Chub Rock, bien sûr. Voilà, mon premier voyage aux US avec Olivier, c'est pour faire Chub Rock, tu vois. Et moi, donc on part, on part pas 10 ans, hein. On part 4 jours, 5 jours, on revient. Et moi, à ce moment-là, je réfléchis pas comme j'ai réfléchi très vite après. C'est-à-dire, mais attends, on est à New York, pourquoi on fait que lui? Tu vois? Et donc, du coup, on commence à partir, on s'alterne, Xavier et moi, tu vois. Très vite, mon portfolio change très vite en qualité, parce que moi, je deviens meilleur en photographie aussi, c'est une réalité, tu vois. Puis j'ai des contraintes. Les contraintes, c'est de faire la couve, c'est que tu aies des photos qui soient publiables, et puis que c'est un peu la guéguerre. Il faut qu'il y ait ton nom en bas de la photo. C'est Crédit Armen, tu vois. Donc, ça doit être chaud à l'époque. Crois-moi, ça l'était. Surtout que moi, j'avais pas le level à ce moment-là. Moi, c'est vraiment tout, c'est improvisé. J'ai appris la photo tout seul en autodidacte, tu vois. Mais par contre, je voulais vraiment que mes photos soient belles. Et donc, du coup, parallèlement à tout ça, je couvre autant de groupes que je kiffe aux US que je les couvre en France. Ensuite, tu as Jean-Pierre Sec qui arrive à l'affiche et qui fait sa rubrique, au-delà de tous les articles, les interviews qu'il fait et tout, Underground. Et qui me dit, Armen, on y va, on est en mode soldat. Moi, j'interviewe tel mec, tel truc, tel machin, truc. Toi, tu fais des photos. Et notre truc, à Jean-Pierre et à moi, c'est les nouveaux artistes. Tout le rap émergent du milieu des années 90 qui deviendra en fait ce qu'on appelle l'âge d'or du rap français. Mais tu n'avais pas confiance à l'époque d'être vraiment dans ce truc ou d'âge d'or, je sais pas quoi. Oui et non. Parce que je sentais bien c'était trop. Il y avait une émulation. L'émulation était trop. C'était abusé. Moi, j'étais très pro la Clica parce que c'est des mecs qui m'ont en fait aimer le rap français. Mais il y avait les Sages Pots qui cartonnaient. Il y avait des gars, tu vois, Lunatic faisait partie de la Clica. Comment je les ai pris en photo à la base, tu vois. Donc après, Lunatic retourne dans le beat de boule. Et moi, on est restés potes. Donc j'ai continué à suivre ce que faisait Lunatic jusqu'à la création de Time Bomb, tu vois. Time Bomb, le premier maxi, c'est X-Men et Diable Rouge, c'est moi qui fais les photos, tu vois. Donc incroyable. Incroyable. Et alors attends, et puis on parle de photos, c'est Diable Rouge, c'est à Cergy, mon gars, avec 90 gars derrière toi, t'as tout Cergy. C'était complètement ouf la taupe. L'homme que nomme Diable Rouge. Le maxi là aussi, si je me rappelle. Tu vois, X-Men, au début, il y avait Ify qui était avec eux. Bon, c'était pas vraiment très clair qui était X-Men, et si Ify faisait partie des X-Men ou s'il était en solo. Donc du coup, on monte les visages, on monte pas les visages. C'était une époque un peu bizarre. Et bof, moi je shoot ça. Donc bien sûr, je travaille toujours avec la Clica, je travaille avec l'émulsion de Time Bomb, je travaille avec la Mafia Quinfri surtout, parce que Mehdi et Manuquet sont devenus des très très bons potes à moi. Et les premiers entre guillemets photos témoins, pas d'idéalgie quand ils sont très jeunes, mais quand idéalgie commence à vraiment grandir et à devenir ce qu'ils sont devenus, c'est moi qui les ai faites. Pas beaucoup de photographes osaient prendre le RER pour aller jusqu'à Orly, Vitry, Choisy, aller au 2001 Zoo, faire des photos, tous ces trucs-là. C'est pour ça que les photos que j'aime, moi, pas beaucoup ne les ont. Elles ont une histoire. C'est pas juste tiens, viens, on va faire un portrait. C'était moi, on m'entraînait là-bas, je prenais le RER, j'avais mon sac à dos avec mes appareils photo
et on ne shootait pas en digital. Donc, je shootais avec des moyens formats. C'est des appareils sur lesquels tu regardes au-dessus. Tu mets des films qui sont grands comme ça. Il faut exposer le film, il ne faut pas merder. Tu as toute la clique devant qui ont hâte de voir les photos et qui espèrent vraiment que tu as fait du bon travail. Donc, tu as toutes ces pressions-là, tu vois. Et puis, et j'en profitais aussi parce que bon, l'affiche les prenait, ces photos. Donc, c'était super. Enfin, moi, j'ai vécu une époque... que je souhaiterais que les gens comprennent à quel point c'était fantastique. C'est un magazine, pouvoir lire un magazine, regarder les photos, avoir ton crédit et puis et progresser dans ta vie professionnelle grâce à ça, quoi. Tu vois, plus on était dans le magazine, plus les labels nous voyaient, donc plus ils voulaient bosser avec nous. J'avais rien à faire. Enfin, c'était entre guillemets notre Instagram de l'époque. Tu vois. Complètement. C'est exactement ça parce que y avait les sorties, les Vixen, les Sap, les machins. Vraiment, le magazine, c'est une belle analogie. Mais le truc qui est intéressant, c'est que toi, tu as cette légitimité du hip-hop que tu connais depuis le début. C'est-à-dire que les codes, tu n'as pas besoin de les apprendre. Quand tu vas à Vitry, quand tu vas à truc, tu sais comment prendre les mecs, tu sais comment les photographier, la lumière, machin, truc. Après, voilà, ouais, c'est intéressant ce que tu dis, mais oui et non. Dans le sens où, quand tu vas... Moi, je sais ce que c'est que le hip-hop, forcément, donc je connais l'imagerie, la culture, mais quand tu fais une photo, la lumière que tu utilises, c'est la même lumière que tu vas utiliser pour tout le monde. Si demain je fais de la mode, je vais utiliser les mêmes flashs, je ne vais pas changer ma couleur pour ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un côté réel dans ce que délivre le hip-hop et un côté d'attitude dans ce que les protagonistes sont censés te délivrer, que je capte beaucoup plus vite que peut-être d'autres personnes, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'attends pas que le mec il fasse le singe devant moi pour faire une belle photo. Moi, je veux le truc comme il faut, quoi, tu vois. Et en fait, si tu veux, j'ai du mal à me dire, oui, moi, le hip-hop, la manière dont moi j'étais hip-hop, c'est que je vivais un hip-hop de passionné. Donc ça allait dans ma manière de m'habiller, tous ces trucs-là, tu vois. J'ai toujours montré que j'ai parti de cette culture-là. Quand tu vas en banlieue, tu as beaucoup de rappeurs de cette époque-là, surtout au milieu des années 90, qui sont encore dans le délire Kaira, Lacoste, Banane et tous ces trucs-là. Eux, ils t'appellent un Zoulou. Pour toi, pour eux, t'es un Zoulou, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire. On a vécu ça même plus tard. Donc, quand tu me dis, ouais, ce truc de hip-hop, c'est oui et non en vérité, parce que c'est très... je vois ce que tu veux dire. C'est très mitigé par... oui, alors... te créditent parce qu'ils comprennent bien que c'est toi qui fais l'image et que c'est quelque chose que tu maîtrises, mais par contre, ils s'identifient pas du tout à ce que toi, tu représentes visuellement. Parce que tu étais trop Zoulou, trop carré pour... j'étais trop carré, moi. J'étais carré de la tête aux pieds toujours. Quoi, tu vois. donc, ouais. Mais bon, après... il y a le respect, il y a l'amour de la musique. Toi, combien de mecs, tu vois, je te dis 113 par exemple. Je vais te citer, c'est le meilleur des groupes. Quand je les rencontre, déjà, bon, ils ne sont pas encore le 113, c'est que le 113 Clan. Mais tout Mafia Qu'un Free, c'est des, comment on appelle ça, des hip-hop heads, quoi. C'est des mecs qui connaissent tout. Ils écoutent du Peura, c'est des passionnés de Peura et tout, mais ils n'ont pas besoin de le montrer vestimentairement parlant. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ils captent tout. C'est-à-dire que même s'ils ne comprennent pas l'anglais, ils vont trouver quelqu'un pour se faire traduire les paroles de ce que chante Nas à l'époque ou les Mobb Deep et tous ces trucs-là, tu vois. Mais eux, ils n'ont pas besoin d'être en... C'est pas la culture dans laquelle eux vivent au jour le jour, tu vois. Mais par contre, on se rejoint sur un truc, c'est qu'on aime la même musique, on est passionné de ça. Ça crée des liens tout de suite, on parle le même langage en fait. Voilà, peut-être qu'on ne fait pas les mêmes vêtements, parce qu'au début du hip-hop, il y avait beaucoup ce truc de représentation. Il fallait mettre les bérets, les trucs, les colliers, les chaînes, etc. Après, c'est un truc un peu plus, surtout l'exception française qui voulait un truc un peu plus introspectif. On montrait moins un truc. Et puis je pense qu'il y a un truc de culture aussi, tu vois. Chez nous, tu vois, aux États-Unis, on se réfère beaucoup à la culture afro-américaine. Mais il faut comprendre ce que c'est la culture afro-américaine ou afro-caribéenne aussi. Et c'est que eux ont vécu dans le pays, ont créé ce mouvement. Tu vois, ça leur appartient. Le hip-hop, le rap, la danse, tout ça, c'est un mouvement afro-américain, latinos, portoricain, dominicain, ce que tu veux, enfin afro-caribéen et caribéen et afro. C'est des gens qui sont arrivés de l'esclavage, forcés de vivre dans un pays. Nous, on est un pays d'immigration. C'est-à-dire que même si nous, on a vécu des problèmes du capitalisme et de l'invasion de la France en Afrique ou dans l'Afrique du Nord et tous ces trucs-là, malgré tout, nous, on est un pays d'immigrés. Donc, on a
on a des revendications complètement différentes en réalité. On a une culture complètement différente. C'est-à-dire qu'on n'a pas grandi dans la culture de l'entertainment. Votre génération, oui, parce qu'elle bénéficie de ce que nous, on a déposé un peu comme graine. Tu vois, mais en France, tu n'as pas ce truc oui, tu revendiques bien sûr ta culture, tes origines, les problèmes sociaux qui t'emmènent à être en France et tous ces trucs-là. Mais tu n'as pas ce truc de porter une chaîne en or pour montrer que tu as réussi, par exemple, tu vois, avec la tête de Jésus en gros comme ça, tout ça. Tu vois, je vois mal un mec mettre un croissant, une lune, une étoile ou la main. Déjà parce qu'il n'y a pas de signe représentatif ostentatoire dans la religion musulmane, mais même s'il y a des gens chrétiens, mais tu le crois comme ça. Enfin, je veux dire, tu le verras jamais en France à ce moment-là. Tu vois, c'est un exemple cool, mais c'est un exemple réel. Aux États-Unis, c'est tout l'inverse. Tu vois Slick Rick, Ghostface, tous ces gars-là. Plus c'est gros, plus le gamos il est vénère et tout à ce moment-là. Et c'est pas du tout la culture française à ce moment-là. C'est plus tard que ça arrive, ça. Mais ça t'empêche pas d'être un fan de hip-hop. Enfin, ça t'empêche pas d'être et très pointu en plus sur ce qui sort, tu vois. Non, mais c'est bien parce que, une fois de plus, si tu juges le livre à sa couverture, tu penses que les mecs ils n'y connaissent rien, et dès que tu discutes un petit peu avec eux, tu te rends compte que les mecs sont autant passionnés que toi. Bien sûr. C'est dingue. Donc c'est là que ça crée des liens. Et après, tu as même ce délire, même limite banlieue Paris, tu vois. C'est-à-dire que tous les banlieusards qui rentrent chez eux, c'est limite s'il faut qu'ils enlèvent leur pessa quand ils rentrent dans leur quartier. Mais dès qu'ils sont à Paris, tu as des groupes qui sont vraiment très quinri. Tu vois, la Clica, c'est le groupe quinri par excellence, c'est Wu-Tang. Tu vois, et pas, c'est les premiers mecs qui mettent Ellie Hansen, c'est pas NTM, c'est la Clica, tu vois. Les premiers mecs Baggy, Timberland, veste militaire, M165, c'est la Clica, tu vois. Même le ménage, à ce moment-là, ils sont déjà un peu connectés, mais pas autant que ça, tu vois. Scred Connection, enfin, à l'époque, c'est Fab et surtout Coma. S'il n'y a pas encore la vraie Scred comme on l'a connue par la suite, ils traînent déjà à l'hôpital éphémère avec le ménage, avec tous ces trucs-là. Fab, il est très hip-hop au début, tu vois, avant d'enlever un peu tout leur déguisement, parce que des gens, ils l'appelleront comme ça en vérité, tu vois. Mais t'as vraiment Paris, Time Bomb, c'est hip-hop de dingue. Lunatic, je les ai jamais vus habillés, sauf une période où ils étaient un peu Lacoste, machin et tout, mais ils ont toujours été hip-hop de ouf. Tu regardes mes premières photos de Lunatic, ils sont bandana, camouflage, veste militaire, c'est Mobb Deep, c'est le bootcamp, c'est toutes ces influences-là, quoi. Tu vois. Après, ça... sur le groupe que tu as cité, c'est même intéressant parce que ça se traduit même dans la musique, en fait. Il y a ce côté quinri qui est vraiment présent et assumé et revendiqué, et c'est là qu'on commence à faire la distinction entre le rap français et le rap en français. Absolument. Donc, c'est Sulibi d'ailleurs qui a très bien décrit ça. C'est que lui, il a toujours dit, nous on fait du rap en français, pas du rap français. Lui, c'est l'inverse. Lui, il voulait faire le son quinri, que les mecs ça rappe quinri avec des flows quinri, ce que faisait déjà la Clica en vérité. Sauf que la Clica, eux, c'est l'exception qui confirme la règle, parce que leur écriture, elle était hyper française, mais les flows et la musique... Et même l'éclectisme, voilà, avec Roca qui est colombien, etc. Enfin, il y avait tout ce melting pot aussi qui lui ramène sa culture avec des flows différentes, une vision différente sur le truc et tout. Absolument. Et qui représente de toute façon l'essence du hip-hop, hein, tu vois, les latinos, les oui, enfin, sauf qu'en France, il n'y avait pas de latinos. Voilà, c'est pas une communauté qui est la plus prédominante, mais eux, je pense que tout simplement, ils vivaient une telle passion dans tous les groupes qui émergeaient, comme les Gangstar, les Mobb Deep, les Mike Geronimo, le Bootcamp et tous ces trucs-là, le Grave Diggaz, Wu-Tang, entre autres, que de toute façon, eux, c'était... ça digérait, ça ressortait le truc. On ne se rend pas compte à quel point ils ont influencé enfin, c'est pas une génération, parce que c'est tellement court, mais même Time Bomb, en fait, ne font que j'ai pas le mot en français, mais d'exagérer au max ce que la Clica avait commencé à faire. D'accord. Et se l'approprier complètement, attention. Non, mais pour moi, il y a énormément de rappeurs qui se rendent pas compte à quel point, s'ils rappent comme ça, c'est parce qu'il y a eu des groupes comme la Clica, les Sages Poètes de la rue, faut pas oublier, et qu'on crée. C'est très court dans l'espace, mais qu'on crée... des X-Men qu'on crée, Lunatic, ils étaient déjà ils baignaient déjà dans le truc, tu vois.
Quand Booba il travaille à Ticaret, lui il voit passer tous les groupes de rap français. Donc il est c'est des photographie, ça digère, et puis tout d'un coup quand lui sort, du coup il va le faire mieux. Tu comprends ce que je veux dire? C'est exactement la même chose. Ok, tu scales à chaque fois et ok, je vois tout à fait. Mais c'est super intéressant parce que on sent le côté de progression. Non seulement toi dans ta manière de photographier, les groupes que tu photographies, le mouvement du hip-hop aussi qui prend de l'envol. Après, on arrive dans les années où ça devient vraiment le business, the business. Toi, du coup, comment tu évolues par rapport à ça? Tu es toujours chez l'Affiche? Ouais. Tu commences à faire... non, alors en fait, on part de 94 et le business arrive vraiment à partir de 97. Donc, donc moi, je me dis ceci, là, je te parle de ce qui se passe vraiment dans le rap, tu vois. Les mecs commencent à sortir des labels indépendants. Souvent, ils sont distribués dans des majors, mais ça reste des labels indépendants. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas les budgets qu'auront un mec signé en major. Mais tout d'un coup, tu as aussi des mecs qui signent en major. Donc, le contraste, tu le vois très vite, c'est que les mecs qui signent en major, malheureusement, font que du rap commercial. Et les mecs qui sont dans l'indépendant font le rap que tout le monde écoute. Ouais, tout le monde beaucoup ça. Dans le hip-hop. Parce que finalement, si tu fais du rap commercial, tu touches tout le monde. Tu vois. Donc, tu as un peu deux camps qui se divisent. Et si tu écoutes le rap underground de ce moment-là, tu as tous les mecs qui crachent sur les mecs qui sont commerciaux. En vérité, tu vois. Donc, tu fous Solar d'un côté, tu vas foutre... Gynéco, ça arrive plus tard, mais Alliance Ethnique, ou c'était quoi lève les mains, les bras, balance-toi, réciproque. Tu as tous ces trucs-là, tu as les Ménéliques et tout. Alors, ça, c'est les cibles de tous ces gars-là, tu vois. Et les seuls qui sont entre deux avec énormément de crédit, que les mecs respecteront ad vitam aeternam, c'est NTM Ayam. Assassin, bon, c'est différent parce que Assassin, déjà, solo quitte le groupe. Ça reste Rockin' Squad tout seul, et puis après Rockin' Squad qui fait sa vie, qui sort ses disques avec son public et qui lui touche une niche complètement différente de ce qui se passera. Même s'ils ont beaucoup aidé beaucoup de groupes, notamment la Clica, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu sens déjà tout ce qui se passe de différent, tu vois. Quand la Clica sort son premier EP, hop, ils sortent la compile Arsenal le vrai hip-hop, et Arsenal le vrai hip-hop en distrib chez Barclay, en licence chez Barclay. C'est le premier label indépendant qui finalement commence à avoir une distrib. Ça donne des idées aux autres. Et au final, tu vois, tout le monde va arriver à plus ou moins se créer sa licence, sa distrib. Tu as un label qui est hyper important pour le rap français, qui est Night and Day, qui sort tous les disques. Tous les disques sortent chez Night and Day. Premier album d'Idéalgie, c'est Night and Day. Différents types chez Night and Day. Tu vois, et les premières compiles de rap Invasion, où il y a tout le rap du moment. Tu vois, Night and Day. Tout simplement Noir aussi. Tout simplement Noir, Night and Day. Je me souviens de Strasbourg. NAP. Avec Abdel Malik. Abdel Malik vient me voir à ce moment-là. Alors, c'est aussi le moment où moi, je créais un label avec Xavier Denot qui s'appelle Realize. Ah, ok. Et alors, en fait, ce label se crée sous le modèle de Drawing Boards aux États-Unis, qui étaient en fait les graphistes et photographes. Enfin, non. Ils commanditaient les photographes, mais les graphistes surtout qui faisaient les graphistes de toutes les pochettes qui sortaient chez Def Jam. Donc quand tu arrivais chez Def Jam, il y avait un studio de création qui s'appelait The Drawing Boards, avec C. Adams, plein d'autres gars. Et moi, je m'inspire de ça. Et comme Xavier et moi, on faisait tout le temps ces allers-retours, je me dis, viens, nous, on est en train de photographier tout le rap français, on leur fait leurs pochettes, viens, on crée un truc. Et on l'appelle Realize. Et en fait, c'est marrant parce que tout à l'heure, quand j'ai dit parole véritable, j'ai dit vision véritable. C'est ce qui est Realize. En vrai, c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai dit je viens de trouver la passe. Et donc, on a créé ça pour justement aider tous les mecs à avoir une pochette digne de ce nom dans le rap et pas des trucs faits par des clampins, une photo en 3 secondes. Et puis, on n'a pas le digital, on ne peut pas rattraper les erreurs, on n'a pas tous ces trucs-là. Donc, on crée ce label avec Xavier. C'est comme ça que moi, Abdel Malik, je suis avec mon graphiste. Il arrive, il me dit « Armen, je suis dans la merde, je dois sortir mon disque, je suis censé livrer ma pochette cet après-midi chez Night and Day. » Je fais « Ok, mais il est où le reste du groupe, tu vois ?» Il me dit « Je suis tout seul. » Je lui dis « Qu'est-ce que c'est le nom de ton morceau ?» C'était un maxi à l'époque. J'ai oublié le nom du maxi, désolé Abdel. Malik. Chercher. C'est un truc de trace. Il y a un truc avec la trace. Et je me dis, la trace. Donne-moi ta chose. On scanne sa semelle de chaussure. Donc, on met la semelle de chaussure dans le scanner par rapport à la trace laissée dans un truc. Ce vinyle, il me dit quelque chose.
Et on fait la pochette du maxi comme ça en 10-10. Allez, tu t'en vas, t'as ta pochette. Mais tu vois ça, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Ce truc vite fait, hop, allez, hop, on trouve une idée. Tout. Il fallait. Moi, de toute manière. Tu vois cette créativité-là? Alors, ça en revient aussi à la formation de l'école de l'affiche. C'est que quand on partait aux États-Unis, pas en France, parce qu'on avait plus de temps, mais aux États-Unis, quand tu couvres la promotion d'un artiste, donc c'était EPMD, Wu-Tang, qui tu veux, t'es un groupe de presse parmi tous les groupes d'Europe qui vont là-bas. Donc, tu as une demi-heure d'interview, un quart d'heure de photos. Et des fois, les mecs prennent tellement de retard que tu as 5 minutes de photos. Et dans ces 5 minutes-là, tu dois sortir le cliché. Le cliché pour faire ta... Et nous, on a été formés à cette école-là. C'est-à-dire qu'en 5 minutes, je te fais une photo, je sais qu'elle va être bien. C'est dingue. Tu vois? Et que j'ai pas besoin de faire... Bon, oui, bien sûr, si j'ai le temps de faire de la lumière, mettre mes lumières, le décor, le machin, je vais te faire West Side. Je vais te faire 113 degrés. Ouais. Mais si j'ai pas ça, t'inquiète pas, ton portrait, tu vas être heureux. Et en fait, si tu veux, nous, on a été formés à ça. Donc, on avait ce truc d'instinct. Ouais, il fallait être rapide, il fallait être créatif. Ouais. Tu vois. Donc, ouais, on en a fait des pochettes comme ça. Mais ça, c'était une bénédiction pour Abdel Malik de trouver à ce moment-là, parce que... Non, mais après, tout le monde... Tu vois, regarde aujourd'hui, de la même manière que tous les nouveaux vont voir un Fifou ou Coria, c'est la même chose. C'est qu'à un moment, quand c'est toi qui as pignon sur rue, tout le monde va, ouais, big up à Fifou, big up à Coria. Le maxi, c'est « Je viens des quartiers ». C'est celui avec la chose. Je viens des quartiers. 97. Ah, mais alors, dans les paroles, il doit dire un truc sur un truc de trace ou un truc comme ça, je crois. Certainement. Ouais, tu l'as, et c'est si je dis pas des conneries, c'était des Cortez, ces chaussures à l'époque. Attends, je vérifie. Bon, bref, je sais pas, je vois pas. La semelle de chaussures. Non, mais c'est... effectivement. Mais pourquoi je mets le doigt là-dessus, c'est qu'à l'époque, tu vois, comme tu dis, il n'y a pas le numérique. Aujourd'hui, en quelques minutes, tu es capable de sortir quelque chose. Un téléphone. À l'époque, où il fallait déjà connaître les gens, machin, truc, réussir à faire tout ça. Je dis toujours, oui, il y a ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais moi, je dis toujours que ce qui fait de toi un bon photographe, c'est pas l'outil que tu utilises, c'est l'œil et l'interprétation de ce que tu fais. Exactement. Donc, certes, aujourd'hui, tu peux faire une photo en 10 minutes, mais ça ne veut pas dire que c'est une belle photo. Exactement. Tu vois, moi, j'ai fait des photos, je peux te citer le meilleur exemple. Seth Gecko, un jour, vient à New York. On va manger tous les deux dans un Thaïlandais qui est en face du Central Booking. Central Booking, c'est là où tu te fais arrêter. C'est le dépôt, en gros. D'accord. Sauf que c'est une zombie, en vrai. Tu vois, avant d'aller à Rikers, tu pars ça à truc. Et la porte, elle est incroyable. C'est une porte de prison de ouf. Et puis en parlant, et c'est con parce que c'est un cliché, mais je dis à Seth, tiens, mets-toi devant cette porte, elle est trop dingue et tout. Et je fais une photo avec mon BlackBerry, dude. C'est même pas iPhone, je crois. Ouais, non, je sais plus. Bon, bref, c'est iPhone ou BlackBerry. Et je fais une photo et il la poste. Et tout le monde pense que c'est la pochette de son disque. Donc, il y a bien un truc de talent, d'interprétation de quelque chose, et que c'est pas l'outil qui fait ça, c'est aussi toi, ta vision, ton cadrage, toutes ces choses-là. Chose que j'ai appris avec le temps. Hein. J'étais pas bon quand tu regardes mes archives et tu regardes ce que je fais aujourd'hui. Il y a des trucs, plusieurs armènes, tu vois. Mais ça fait partie aussi c'est ça l'évolution. De l'évolution du truc, quoi. Tu vois. Mais en tant que Français, en tout cas, tu étais l'un des rares qui faisait ça à l'époque. Ouais. J'imagine que, bon, aujourd'hui, on en a cité quelques-uns, effectivement, Fifou, Coria, non, mais là, c'est la génération actuelle. De ma génération à moi, il y avait Xavier Denot, il y avait Willy. Il y avait Marcos Dos Santos qui bossait pour d'autres magasins. Parce qu'après, il ne faut pas oublier qu'au début, quand il y a l'affiche est tout seul. Et puis tout d'un coup arrive Groove, tout d'un coup arrive Radical, tout d'un coup arrivent les autres magazines, tu vois. RER. Mais ce qui est rigolo, c'est que là, c'est la battle. Là, on parle de battle. Okay. Vraiment. Parce qu'en plus, sur certains des voyages de presse qu'on fait, tous ces magazines-là, maintenant, se greffent dessus. Ça augmente le budget de ouf, parce qu'il faut savoir que ces budgets-là, ça veut dire que si la maison de disques t'envoie, c'est qu'il y a des pages de pub gratuites dans le magazine, ou que l'article est payé par le label. D'accord. Donc, la pression, elle est d'autant plus vénère et que nous, après qu'on part en voyage comme ça, là, c'est là où la passion a parlé, c'est que moi, je savais tous les groupes qui sortaient, et je contactais le management, je contactais le label. Et donc, si j'allais sur un voyage de presse payé par Sony, bon, ils s'en foutaient une fois qu'ils nous avaient envoyé à New York. Ils nous avaient envoyé à New York, tu vois. Et ben, moi, je contactais tous les groupes que je voulais de trucs. Et nous, on partait avec les différents acteurs qui écrivaient dans l'affiche. Donc, bon, Olivier, c'était moins marrant de l'emmener en vadrouille. Mais j'ai emmené Jean-Pierre, je ne sais combien de fois. On est partis tous les deux. C'est comme ça qu'on a fait Capone et Noriega la première fois. C'est avec Jean-Pierre, personne n'a Attends, il a fait qui on a fait... et Noriega, on l'a fait dans sa cité.
Le frac. Le Frac City, avec que des oufs dehors, des photos, mais endroit... Moment mémorable dont Jean-Pierre pourra te parler aussi. On en a fait plein. Hein. Moi, j'étais très connecté avec DJ Inoff à ce moment-là. C'était un très bon pote de Cut Killer. Donc on était très connectés. Avec Inoff me faisait faire des tas de trucs. Enfin, j'avais toujours ce qu'on appelle le plug. Ouais. On te dit, t'arrives à New York, what's the plug, tu vois, moi, j'avais le plug dans toutes les maisons de disques. Donc j'allais, Tommy Boy, Priority, tous ces trucs-là. Je le dis avec l'accent. Violator. Violator. Tous ces trucs-là, j'avais les plugs et on pouvait faire les trucs, tu vois. Ou des fois, quand c'était des trucs super indépendants, tu vois, où moi j'avais acheté le vinyle, personne ne connaissait. Je savais que le gars allait déboîter. Ali Vegas, personne ne savait qui c'était. À l'époque, tu vois, je peux t'en citer, mais 1,512 milliard. Il faut citer, on est là pour ça. Des gars, même les Deep Set, tu vois, au début de Deep Set, personne ne connaît vraiment les diplomates. Mais à ce moment-là, je suis à Rap US, je suis pas à l'affiche. Mais donc, du coup, il y a plein de groupes comme ça. Tu vois, quand je pars, quand on fait... parce que là, je suis obligé de sauter des étapes, sinon on va pas... oui. Mais quand on fait Authentique ou Get Busy avec Cher, on fait des voyages aux frais de Cher qui paye lui avec son propre argent. On part tous les deux aux États-Unis la première fois. On fait MOP tous les deux. On fait... qu'est-ce qu'on ramène encore? On a fait Big Shug, on a fait Reza. Reza, c'est un moment infernal parce que, par exemple... Cher n'a jamais été aimé des maisons de disques, il vous le racontera un jour s'il vient. Ça a toujours été un peu la bête noire. Et donc, du coup, d'envoyer Cher, parce que tout d'un coup, Authentique était sorti et que tu ne pouvais plus l'éviter, on était obligé de rentrer la bête noire dans le groupe de toutes les autres trucs de presse qui étaient envoyés aux États-Unis pour faire Wu-Tang. Sauf que quand on arrive au label, les seuls mecs qui étaient du Wu-Tang qui étaient en interview, c'était You God et Mastakila ou Inspectah Deck, je pense, un des trucs comme ça. C'est-à-dire que tous les autres, tous les mecs... les mecs qui sont chauds, moi, ils sont pas là. Moi, c'est ni une ni deux. J'appelle ma connexion, mon plug chez Loud à l'époque. Donc au début, on avait notre pote comme Chanterelle, dont Tex nous a parlé beaucoup. C'est grâce à Com qu'on a fait la majorité des groupes, que j'ai ramené Mobb Deep pour la première fois, que Dead Prez, que j'ai ramené... Wu-Tang, tout le monde quoi. Et donc j'appelle Com et je lui dis Com, on est dans la merde, la promo, parce que Wu-Tang est passé chez Sony BMG à ce moment-là, donc plus Loud, mais c'est quand même Loud, ils refont SRC du coup. Donc j'appelle Com dit appelle Kirk, j'appelle Kirk, tu vois, et Kirk me dit ce soir il tourne un clip, mais je veux personne d'autre que vous sur le truc. Donc ok, donc on part avec Cher, on se retrouve à 2h du mat dans Canal Street, dans une ruelle. Et là, on shoot Reza, on shoot tout le monde, tu vois. Et tout le Wu-Tang était là. Et presque tout le Wu-Tang était là, et ça a foutu une merde. Parce que tous les autres mecs de la presse, c'est comment eux, on leur a laissé aller sur le clip et que nous, on peut pas aller sur le clip. Ah mais c'est les plugs, Faut aller avoir le plug. Faut être connecté. Mais oui, tu vois, bon, ça, c'est des trucs comme ça. Avec Cher, on a fait la première interview de Saigon, par exemple, tu vois. Saigon, okay. Donc, si tu connais un peu le rap, machin et tout, tu sais qu'il a eu son importance énorme. C'est un mec qui écrit incroyable. Un mec très controversé, malheureusement, mais qui aurait dû avoir une meilleure carrière que celle qu'il a eue. Mais bon, tu vois, Saigon, on ramène Saigon, personne ne sait qui c'est, tu vois. Et nous, c'est ça notre délire. Parce que moi... Alors, on va reparler de passion, puisque, bon, voilà. On est là pour ça. À ce moment-là, c'est début des années 2000, donc on a vraiment progressé dans le temps. Donc, il y a eu l'affiche, il y a eu Authentique, Get Busy. Enfin, on est déjà en train de bosser sur Get Busy les prochains. Il y a eu Rap US, parallèlement à ça. Rap US, le rédacteur en chef, c'est personne d'autre que Alp, qui est un graffiti artiste reconnu depuis le début des années 80, qui était au Terrain Vague avec moi et tout ça, avec qui, moi, en fait... Moi, là où je vois que le mec fait un truc vrai, c'est mon gars. Tu vois. Donc, Alp, avant, avait fait un magazine qui s'appelait Power, qui était un magazine qui se lisait dans les deux sens, un côté sport, un côté musique. Et ensuite, c'est d'ailleurs complexe à pomper leur formule là-dessus. Et ensuite, on a fait Rap US. Et là, avec Rap US, je me disais... C'est-à-dire que tout ce que je voulais plus couvrir du rap français, c'est-à-dire que je faisais les pochettes et tous ces trucs-là, mais dès qu'on partait aux États-Unis... Bim, on ramenait massif de frigo. On a fait des numéros spéciaux. Tu vois, on a quand même fait un numéro spécial Queensbridge avec des interviews que des gens n'ont jamais eu de leur vie, quoi. Marley Marl, tu vois. On a fait MC Shan
Chilacha, on a fait Black Poet de Screwball. Parce que Queensbridge, c'est ça en vérité. C'est que les gens parlent de Queensbridge avec Nas et Mobb Deep, mais avant Nas et Mobb Deep, c'est la plus grande cité des États-Unis. Des États-Unis. D'Amérique du Nord même. Non, des États-Unis, go. C'est pas l'Amérique du Nord, c'est États-Unis. C'est le plus grand project des États-Unis. Quand j'ai Amérique du Nord, même Canada, tout, on compte tout. Ah, ok, excuse-moi. Oui, donc, mais c'est le plus grand. Et après ça, c'est Red Hook, à Brooklyn. Et donc, du coup, qu'est-ce que c'est l'histoire de Queensbridge? C'est Marley Marl, c'est le Juice Crew, c'est Roxanne Chanté, MC Shan, Craig G. Kane Cool J-Rap sont pas des Bismarcky, sont pas de Queensbridge, mais c'est ça. Derrière ça, tu as Screwball. Personne parle de Screwball, mais Black Poet, c'est Queensbridge, tu vois ce que je veux dire. Tu as Nas, évidemment, tu as Mobb Deep, tu as Infamous Mob, tu as Crime Fam, tu as Nature, Cormega, enfin, je veux dire, Braveheart, tu t'imagines. C'est-à-dire que dans une cité, en vérité, c'est même pas comparable avec rien en France. C'est-à-dire que même si tu parles de Mafia Quinfri, c'est 3 villes. Là, je te parle d'une cité à Long Island City qui est Queensbridge, tu vois. T'as tout ça. Avec un côté nord qui kiffe pas trop le côté sud. T'as Capone de Capone et Noriega. Enfin bon, là, on va oublier. J'en ai oublié 20 000. Mais c'est particulier, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, nous, quand on fait le spécial Queensbridge, je peux pas faire un spécial Queensbridge sur Mobb Deep. Je suis obligé de faire et les anciens et les nouveaux que les gens connaissent pas. Et donc, du coup, ça, tu vois, c'est des heures de travail pour connecter les mecs, tu vois. À la base, je crois que le premier truc que je fais, c'est Tragédie Kadhafi pour l'affiche. Donc, je me connecte avec Tragédie. Et si tu te connectes avec Tragédie, en général, c'est un bon et un mauvais plug. Parce que c'est une telle caïra de ouf. Lui, il est toujours très seul. Mais tout le monde le respecte, tout le monde le connaît. Pourquoi? Parce qu'avant d'être Tragédie Kadhafi, c'est Intelligent Hoodlum. Intelligent Hoodlum, il est venu en concert en France. Personne ne le sait, ça. Mais il est venu en France faire les premières parties des concerts pour la ZB. Et c'est déjà un assassin. C'est un mec qui écrit. Laisse tomber. L'écriture incroyable et tout. Mais c'est une caille de ouf. C'est-à-dire que le mec, il est tout seul dans la rue. Un gars le regarde travers, il va, il goûte. C'est la rue. C'est la rue. Mais c'est le respect. Exactement, c'est la rue. Et en fait, quand je retourne à New York, je refais Trage pour Get Busy, si je dis pas de conneries. Pour appuyer, je sais plus. Non, c'est pour Get Busy, parce que je suis avec Cher. Et Trage me dit, écoute, j'ai mon pote qui vient de sortir de prison, il s'appelle Littles, il a fait 11 ans et demi de prison, il va se mettre à Pera, vous venez avec moi, on va à QB, je vous le présente, ça serait bien que vous le fassiez un article sur lui. Et ça, c'est une manière aussi de rendre... renvoyer l'ascenseur, merci. De rendre l'ascenseur à des gens qui, à chaque fois, sont là pour toi. Tu vois. Et donc, on part avec Trage à QB, et je suis avec Cher, on est que tous les deux. Et là, il me présente Littles, et Littles me dit, bon, maintenant, vous venez avec moi. Et on va traverser tout QB. Je vais vous raconter l'histoire de QB. Et je vais vous présenter à tout le monde. Incroyable. Vous serez ici comme chez vous. Personne ne vous touchera. Incroyable. Et là, on traverse. Et il nous dit Tom Tell. Hein, et on traverse QB avec Rocheux. Et à ce moment-là, j'ai mes potes, parce que j'avais des potes à moi qui avaient déménagé à New York fin des années 99-2000, qui sont les Grim Team, j'étais, avec qui on faisait du graffiti. C'est mon crew de graffiti, en gros. Mais on faisait aussi de la musique, on a fait de la production. Et oui, j'ai aussi fait de la production musicale. Et non, mais incroyable. On n'est même pas arrivé en plus à l'aspect vidéo. On n'est pas arrivé. Armini Blanco, à la base, c'est ça. D'accord. C'est mon nom de producteur. Et même à la radio, on n'est pas arrivé à tout ça encore. Et donc, du coup, je suis obligé de sauter des étapes. Et donc, du coup, on arrive et on avait nos t-shirts, parce qu'on c'était une marque de vêtements aussi. Et en fait, je donne des t-shirts à Trage, je donne des t-shirts à Littles, mais on avait pas mal. Et en fait, Littles, il me dit, t'as plus de t-shirts? Je dis, ouais. Et viens, on en donne aux kids. Et là, on se met à donner des t-shirts aux kids et tout. Donc, si tu veux, Grim Team, tout d'un coup, ça devenait... les mecs, ils sont trop cool, ils donnent des t-shirts, c'est bon et tout, tu vois. Donc, quand on arrivait après à QB, après cette interview-là, c'était Grime Team, comme ça, tu vois. Parce que les mecs savaient. Mais bon, je rencontre Barzenouk, je rencontre, laisse tomber, Nature, tout le monde. Et puis, et moi, je m'étais déjà connecté avec les mecs d'Infamous Mob avant. Donc, si tu veux, au fur et à mesure, j'empilais, je commençais à rencontrer plus de gens. Mais j'avoue que Little, ça a été vraiment le hood pass, comme on dit, tu vois. C'est-à-dire que tu peux pas aller dans une cité partout dans le monde, hein, même en France et encore plus en France, je pense. Mais tu peux pas aller faire avec une roulette, avec des flashs, des appareils à je sais pas combien à l'époque, dans une cité comme QB. À l'époque où moi j'y suis allé,
avec ma petite tête de Babtou, parce que c'est une réalité, tu vois, dans une cité surtout aux États-Unis, de malades mentales. Il n'y a pas de blanc qui passe, tout ça, bien sûr. C'est ça le truc, tu vois, et que les mecs disent Grime Team, ils sont tous contents parce que t'as montré de l'amour et que le truc il est imprimé, que t'as envoyé les magazines aux US, tu t'assures qu'ils ont suffisamment de copies pour les donner à tous les gars, tu vois, et respecter, en fait. Le truc qui est super important, c'est le respect des gens. Tu vois. C'est vrai, quoi. Il n'est pas venu faire le parce que tout Français qu'on est, on n'a pas la vie qu'ils ont eux. Tu vois. Après, la vie en cité, c'est dur pour tout le monde. C'est pas comparable la France, la Russie, tout ça. La cité partout dans le monde. Mais après, il y a des réalités de vie que nous, culturellement, on n'a pas vécu, qu'eux sont déjà dedans depuis. Tu vois, 11 ans et demi de prison. Trouve-moi un Français qui a fait 11 ans et demi de prison, j'en connais pas beaucoup. 11 ans et demi. 11 ans et demi, c'est énorme. Moi, j'ai et qui ressort après. Mon meilleur ami, il s'est fait tuer 3 balles à bout portant dans le cœur. Le mec, il a pris 5 ans. Donc, aux États-Unis, tu fais ça, c'est 25 to life. C'est pour ça que le label, ils s'appellent comme ça. Tu prends 25 ans à vie. Je sais pas s'il y a des peines, beaucoup de peines de prison à vie en France. Il y en a, ils sont obligés. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui. C'est toujours commué. Je sais pas, les plus longues peines, je sais pas combien elles durent. Je cherche pas à comparer qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Moi, en gros, j'y connais rien à ce qui est devenu le milieu carcéral en France aujourd'hui. Je suis pas au courant, mais je sais que toi, Tragédie, c'est un mec qui fait beaucoup d'allers-retours en prison. Et c'est souvent à cause de ses embrouilles, mais aussi il y a des trucs. C'est la vie aussi, des fois, qui te tend des pièges tout le temps. Bien sûr, non, mais surtout et lui, tu tombes dedans, tu tombes pas dedans. Tu vois. De toute façon, dans l'environnement dans lequel ils sont, voilà, on pourra. Littles, tu sais pourquoi ils tombent en prison pour 11 ans et demi à la base. Ils s'embrouillent avec des mecs de Queensbridge. Pour remettre dans le contexte, Littles, c'est le meilleur ami du frère d'Avoc. Killa Black. Killa Black. Celui qui était en cavale, là. Bah, pas que, c'est surtout. En fait, c'était des gros dealers de QB, tu vois. Lui, les deux. Et jeunes. 15 ans, ils étaient millionnaires, les mecs. Enfin, quand je dis millionnaires, j'exagère. C'est une façon de s'exprimer, mais ils avaient. À 15 ans, l'argent qu'ils avaient, c'était complètement dingue. Mais si tu veux, donc, du coup, ils étaient. Queensbridge, c'est une cité où. Beaucoup de jaloux. D'un bloc à l'autre, les gens, ils t'aiment pas. Et tu sais pas pourquoi, et tu t'embrouilles, tu vois. Donc, en fait, ils s'embrouillent avec des mecs. Mais à ce moment-là, Killa Black, je crois, il est déjà mort, il est décédé. Et le frère de Twin aussi. Twin Scarface. De quoi? Le frère de Twin Gambino, Twin Scarface. Et donc, en fait, il s'embrouille avec des gars et il court. Sauf que dans la cité, il y a les feds. Et quand il s'embrouille, il sort son... Ah, il tire sur les keufs. Il sort son fer et il se retourne en pensant tirer sur les gars avec lesquels il s'embrouille, il tire sur les feds. Aïe. Et donc, il se fait des péter. Autres histoires. Il se fait péter, il tombe. Et après, bon, Littles... c'est dur, tu sais, quand... Enfin, j'essaye pas de me mettre dans la peau des gars parce que j'ai jamais été en prison, puis j'espère que Dieu m'en préserve, quoi. Mais tu sais, quand tu fais 11 ans et demi de prison, t'as une mentalité quand tu sors. Tu vois. Quand il sort, il veut rapper. Puis, tu vois, QB, tout le monde rappe, donc comment tu vas péter? Puis il finit par être le manager de Mobb Deep. C'est comme ça que moi, j'ai vraiment ma connexion avec Mobb Deep à la base, tu vois. C'est grâce à Littles. Sauf que, il fait des conneries. Il produit des mecs, et lui il veut quand même sortir des morceaux. Il demande à Alchemist de lui faire des beats, puis Alchemist il est surdébordé par produire tous les mecs, y compris tous les gars qui sont autour de Mobb Deep. Et puis il donne jamais les beats. Et Littles il pète un câble, il lui vole sa chaîne, ça part en couille, il s'embrouille avec Mobb Deep, tu vois. C'est des trucs cons. Mais au final, ce que j'ai apprécié, je sais pas comment, c'est pas le terme, mais quand on se retrouve aux funérailles de Prodigy, reste en paix, Littles il est là. Et il vient s'excuser auprès de la femme de Prodigy. Et que pour lui, bon, voilà, c'était ses potes d'enfance. Tu vois, il va voir Avoc, c'est ses gars. Prodigy est mort, c'est horrible pour lui aussi, tu vois. Et il s'en veut, mais malheureusement, dans la vie, je cherche pas à donner de crédit ou d'excuser les gens, mais quand tu as vécu la vie qu'ils ont vécue, tu fais des choix dans la vie qui ne sont pas toujours... On pourra jamais comprendre. C'est incontrôlé en vérité, tu vois, c'est plus fort que toi. L'environnement, ce qui subit, mais la vérité, c'est que Littles, c'est un bon gars de ouf. Tu vois, enfin, en tout cas, avec moi, il a toujours été... correct. Toujours correct, mais moi, j'étais toujours correct avec lui. Pourquoi? Parce que c'était aussi un service, malgré tout, tu vois. On n'est pas les meilleurs potes du monde. J'ai pas traîné à Littles à me mettre des boîtes,
Avec d'autres, oui. Tu vois, avec Twin, tout ça, on est vraiment potes. Mais avec Littles, non. Mais par contre, on a ce truc mutuel. C'est-à-dire, j'ai un artiste, il faut que je le développe. Tu peux faire des photos, faire machin. Vas-y, t'inquiète, on est là. Et machin, oui, vous pouvez vous faire confiance dans vos domaines respectifs. Et en fait, c'est là où je voulais en revenir tout à l'heure. C'est que si tu veux, quand nous, on a sorti ces numéros-là, je sais que derrière, tu avais toute la presse. Et c'est là où, quand je parle de hip-hop et de battle, pour eux, c'est... Merde, qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi, tu vois. Et donc, tout le monde voulait partir à Queensbridge après, faire la même chose. Et je voyais tous les photographes qui repartaient, qui revenaient, qui donnaient des photos à Infamous Mob, à Bars & Hooks, à des gens qui sont approchables, en vérité, comparé à plein d'autres, tu vois. Va approcher Lecky the Kid. Bon courage, man, je te dis tout de suite. Hein. Tu vois, il y a des gars comme ça. Le gars qui est au-dessus de Bars & Hooks, Green Eye, au secours. Hein. Okay. Tu vois, le mec, il te sort 2 Uzi, c'est la fête. Hein. Mais ça, c'est déjà que moi j'ai pris en photo. C'est ça que je veux te dire, tu vois. Et donc, du coup, et tout le monde, j'avais l'impression de revoir mon article dans tous les trucs après, quoi. Que tout le monde fallait qu'il fasse ce que j'avais fait. Ouais, tout le monde se copie. Sauf que, et moi je le sais, parce que les mecs me le racontaient, quand tous ces mecs-là allaient chez eux, les photos de qui étaient au mur? Les miennes. Et c'est vrai, hein, c'est véridique. Tu vas chez Bars & Hooks, j'ai fait des sessions de photos à Bars & Hooks, toutes leurs photos, encore aujourd'hui en 2022, les photos, ça doit dater d'il y a 20 ans, elles sont sur leur mur dans leur chambre. Pourquoi? Parce que de toute façon, ils sont toujours à QB, toujours au même endroit, toujours sur le même banc. Tu vas à Queensbridge, le premier mec que tu vois, c'est Bars. Tu vois, avec tous les kids, il fait sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Mais en attendant, moi, je suis là. C'est comme un Goethe. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que t'as mis ton empreinte là-bas dans le QB, tu sais que Armen n'est pas fait par là. Tu sais que Armen n'est pas Armen aussi. Donc, bon, je dis pas ça fait un peu vantard. Non, mais des fois, il faut savoir dire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment dans la presse, il y avait vraiment cette bataille-là, tu vois, de qui allait faire le truc en exclusivité. Combien d'articles on a vu qui sont des faux articles imprimés dans des magazines, des fausses interviews de Rakim, des fausses interviews de Dr. Dre. On est là, mais les mecs, c'est des oufs. Ils mettent ça. Mais on sait que c'est pas vrai. Attends. Des fausses interviews. Ouais. C'est-à-dire qu'on dit quoi, qu'on a fait Rakim, alors qu'on n'a jamais fait Rakim. Il n'a jamais fait Rakim. Et on met des photos, tout ça. Interview de Dr. Dre, interview de Jay-Z, imprimé dans un magazine. Oh là là. On je tairai le nom. C'est des fausses interviews. Tout des mots pour rendre du papier. Non, mais je sais pourquoi. Parce que je le sais de Rocafella qui m'ont dit que c'est faux. Parce que quand ils avaient ça, je disais, mais man, vous avez donné une interview à tel magazine et tout. On peut pas essayer de... Quel? Non, jamais. Non, c'est qui? Quoi? Non, c'est qui? Ah, envoie-moi le mag. Ah ouais. Mais Rocafella, faut en parler. Ouais. Parce que t'as fait Jay-Z. Oui. Ah, mais faut nous raconter. Alors, Jay-Z... C'est quoi la vraie histoire? La vraie histoire de vrai. Ouais. Parole véritable. Donc moi, je suis très fan de rap. J'écoute un groupe qui tue à l'époque. Et bien sûr, je me souviens plus du nom. Comment je peux plus me souvenir du nom? Ah putain. Ils sont d'où? C'est tout. En fait, c'est le groupe de ski, du producteur ski. De Ski Beats. Ski Beats. On va te chercher ça. Cherche-moi ça, s'il te plaît, parce que j'ai honte de pas savoir ça. Merde. Comment il s'appelle, les gars? Bon, bref. Donc, j'écoute ce groupe-là, ça va me revenir. C'est Original Flavor? Original Flavor ou Originator, je sais plus. Non. Original... Est-ce que c'est pas... Ouais, ça doit être Original Flavor. Original Flavor, je pense. Il y a quoi comme groupe? Ouais. Je crois que c'est Original Flavor. C'est le groupe de Ski Beats. Et en fait... Original Flavor, ouais. Yes. Ok. Tu l'avais. Mémoire, je ne suis pas complètement gogol. Et j'ai pas besoin de pilule. Et donc, du coup, Jay-Z apparaît sur cet album. Ouais. Donc, lui, il a déjà rappé avec Jazzo, avec son style Fushniken, là. Avec ses Originator. Mais sur ce morceau-là, il pique la tête. Il fait trop mal. Et je dis, mais c'est qui celui-là et tout, Jay-Z et tout, machin. C'est avec son timbre de voix particulier et tout ça. Ouais. Peu de temps après, il sort Can I Get a... Can I get it? Celui-là, ouais. Je sais plus, c'est son premier maxi, quoi. Ok. Et là, je fais, non, bah lui, c'est dur, là. C'est trop dur. Et arrive le concert, Fugees en France.
Première partie, Neg Marron. Première partie de Neg Marron, Jay-Z. Incroyable. Donc, Patou, il n'avait pas menti. Il avait pas menti. Il avait pas menti. Bonguet, t'avais dit un vrai Bonguet, il avait dit la vérité. Non, mais attends. Non, mais attends, c'est un truc de ouf. Première partie des Fugees, Neg Marron, et première partie de Neg Marron, Jay-Z. Ouais. Jay-Z inconnu, et il a Diamond Dash en plus. Et moi, donc, je vois le truc. Je dis à Olivier, non, mais Jay-Z, on est en 97. Hein. Je dis, non, mais là, Jay-Z, il faut le faire et tout. Olivier me dit, mais non, c'est qui Jay-Z et tout. Je dis, non, il faut le faire. Il faut le faire. Il me dit, ok, d'accord, et tout. Et là, je lui montre le premier album, Blueprint, machin et tout. Dead President, le maxi. Non, c'est le Reasonable Doubt. Reasonable Doubt, Dead Prez, le maxi. Dead President. Tu vois, et Dead Prez, attention, un gros carton sur toutes les mixtapes à New York et tout. Abusé. Et donc, Le 1, hein, pas le 2. Ouais, le 1. Ouais. Et donc, du coup, je lui dis, OK, il me dit, tu sais quoi, j'ai pas le temps, appelle le gars de Chrysalis. C'était le label, c'était Chrysalis à l'époque, qui était un sous-label de EMI, si je dis pas de sottises. Et donc, BMG, avant que BMG aille chez Sony. Et donc on appelle le plug en France. Et il me dit, t'es sûr, Jay-Z et tout? Mais non, mais j'ai pas de promo de prévu et tout. Et je vais, gars, interview ou pas d'interview, je m'en fous, je veux une photo de Jay-Z. Même si elle dure 5 minutes, c'est tout ce dont j'ai besoin. Et bon, je le connaissais bien, il m'aimait beaucoup. Et donc, il me dit, écoute, je vais voir ce que je peux faire, mais je te garantis rien. Il me faut une photo de Jay-Z. Je dis, tu te démerdes. Il m'appelle la veille, il me dit, c'est bon, t'as 5 minutes. 5 minutes. Hein. Je sais pas si les gens ils se rendent compte. 5 minutes. 5 minutes. Il sort de l'hôtel à Opéra. Il était sur le boulevard Haussmann. Il sort de l'hôtel. Il rentre dans le tourbus parce qu'après, ils vont à Londres. Donc, il n'a pas le temps de faire de la promo. Mais ils sont OK, on a réussi. Tu fais un portrait de Jay-Z. Et je fais ce fameux portrait. Il sort de l'hôtel. Il fait super beau dehors. Et l'hôtel est très noir à cause de l'ombre. Ouais. Si tu veux. Donc, je le laisse dans l'ombre et je lui fais juste sortir le visage et la main pour être dans le soleil pour pouvoir l'exposer correctement. Pour pas que j'ai un fond tout pourri d'une entrée d'hôtel, tu vois. Mais je te parle d'une entrée d'hôtel avec des portes qui s'ouvrent comme ça, quoi. Tu vois. Mais ça, c'est un truc d'exposition photo, tu vois. Et donc, je le fais. C'est ce fameux portrait où il a le doigt avec sa bague avec le diamant et où il est dans le truc. On l'imprime. Olivier fait un article sur l'album. Et Chrysalis envoie, comme toujours, les magazines ou tout ce qui est écrit sur la presse à l'étranger. Donc, ça passe par l'Angleterre, d'abord. Et Jay-Z est en Angleterre quand le magazine arrive. Et il ouvre le magazine. Il dit, mais putain, cette photo, elle tue, je la veux. Qui c'est qui a fait ça? Et donc, du coup, retrouvez-moi le photographe qui a fait cette photo. Donc, il retrace par la France. Et là, on m'appelle et on me dit, t'as combien de photos de Jay-Z? Et je lui dis, bah écoute, c'est pas compliqué. Comme il était en première partie des Fugees, la planche contact, elle était partagée avec Wyclef Jean en plus. Ouais. Tu vois? Donc j'ai dit, je compte 10. Il me dit, on te les achète toutes. Je dis quoi? Il me disait, ouais, Jay-Z, il a adoré la photo. Il veut sortir son prochain single avec la photo. Wishing a Star. Wishing on a Star. Et moi, tu sais, en fait, je m'en suis rendu compte après de la folie que c'était. Sur le coup, je dis, oh ouais, ça paye et tout, je suis content. Enfin, ça paye pas très cher, mais j'étais content. Ouais. Une pochette de Jay-Z, ça fait mal quand même, tu vois. Oui. Sauf qu'après, j'ai réalisé quand Jay-Z est devenu ce qu'il est devenu, à quel point ça faisait mal en vrai, tu vois. C'est incroyable. Et donc, je fais cette pochette, 97. 97. On repart. Jay-Z, il vient ici. Et à ce moment-là, c'est pas moi qui le prends en photo, c'est Xavier, je crois, pour l'affiche. Et moi, je repars plus tard. C'est Groove qui me demande de partir. C'est Groove et Rap US qui me demande de partir. Donc là, on est en 2000. Je dis des bêtises, excusez-moi. 1999, je pars avec Metek. Metek, le rappeur, qui écrivait beaucoup dans l'affiche. On part tous les deux à New York pour couvrir le Hard Knock Live Tour. Okay. Ouf. Et en fait, ce Hard Knock Live Tour, il est dingue. Ah, oui, tu sais ce Method Man Redman, qui DMX, sont accrochés avec des harnais et qui rappent au-dessus de la foule dans des stades de 30 000 personnes. Après ça, il y a Ja Rule. Tu as DMX avec tout Rough Riders. Donc, tu as The Lox, Yves, tous ces trucs-là. Ja Rule, et le dernier, c'est Jay-Z. Et donc, je refais une photo de Jay, là. Et c'est la photo qui est en double page dans l'affiche où il y a marqué Jay-Z en gros derrière lui, c'était son enseigne. Et à ce moment-là, je suis à New York. Mon plug chez Def Jam, c'est quelqu'un que j'appelle mon cousin en fait, mais on n'est pas cousin, mais qui est Essam Bouchouiguir, qui est le directeur du marketing international, qui est d'origine suisse, mais qui a fait ses études en Angleterre et qui vit à New York et qui est directeur du marketing international. C'est notre second plug à New York, c'est-à-dire qu'il y en a eu comme Chanterelle chez Loud, Essam chez Def Jam. Et grâce à eux, on faisait tout.
Tu vois, les premières photos de Ja Rule, c'est moi qui les ai faites. EPMD, c'est moi qui ai fait. J'ai vendu mes photos. Les premières photos que je vends chez Def Jam au label américain, c'est des photos d'EPMD. Et j'achète ma première chaîne en or, c'est con. J'ai honte de dire ce que je dis, sérieux. C'est hip-hop. C'est trop hip-hop, mais c'est ça le problème. Et c'est que ma première chaîne, je l'achète et je suis avec Metek en plus ce jour-là, avec le chèque que je touche de chez Def Jam. Teubé que je suis. Mais t'as kiffé. Bon, c'est qui kiffé. Oui, c'est ça. Et donc du coup, on arrive, donc je suis chez SM, je lui donne le magazine, tu vois, surtout parce qu'en fait l'histoire elle était folle parce que Metek c'est un fou et il pleuvait à torrent ce jour-là et on rentre dans le tourbus avec tout le staff de Def Jam et lui déjà Metek c'était un mec qui étudiait toutes les paroles de Jay-Z déjà, qui traduisait tous les trucs en ricain, tous les rappeurs il connaissait tout ce que les mecs disaient, il avait un très bon accent anglais quand il parlait. Et c'était un dragueur, il draguait toutes les meufs de chez Def Jam et tout. Et cet abruti-là, il trouve rien le moyen qu'il pleut à torrent. Il enlève son fut, il en calbute dans le C'est quoi dans le tourbus. Attendez. On va au New Jersey dans l'arena où on doit aller. Il y a un frigo dans le tourbus avec des champagnes. Il commence à sortir la bouteille de champagne. Je fais mais Metek là, t'es en train de nous ficher de ouf et tout. Et il me regarde, c'est fait non, t'inquiète, elles sont en kiff de dingue, elles n'arrêtent pas de me demander. Et je le regarde derrière et toutes les meufs de Def Jam qui disaient vas-y Manu, Emmanuel, parle-nous en français et tout. Et lui qui commence à draguer toutes les meufs. C'était un truc vraiment le truc exceptionnel. À l'américaine. Et donc du coup je ramène et bien sûr qu'est-ce qu'il fait dans l'article, il raconte tout ça lui parce que c'était le truc de l'article, tu vois, et il était bon pour faire ce genre de truc. Et donc il raconte toute cette story là dans l'article, tu vois. Je suis ouf. Et puis Olivier Cachin, il adore ça lui. Ouais, mais le contexte. Et donc du coup je donne le mag et l'ouverture c'est la double page de la photo de Jay-Z machin. Sauf que ce que je savais pas, c'est qu'au moment où je donne ça, je m'en vais et je crois qu'à ce moment-là il fallait qu'on aille faire une interview à Harlem. Tu vois, et Def Jam c'était à Varick Street dans tout le sud de Manhattan, c'est presque dans le centre, dans le quartier financier, tu vois. Et là SM m'appelle, il me dit t'es où là? Je lui dis je suis à Harlem. Il dit gars, je viens de montrer la photo à Jay-Z, il se balade dans tous les bureaux avec le magazine ouvert en deux et je mens pas, SM s'il te plaît sois mon témoin. Il se balade dans tout Def Jam avec la photo, il a dit I want to work with this guy. Je veux travailler avec le mec qui fait ces photos là. Et puis en fait SM lui dit que c'est moi qui avais déjà fait la pochette de Wishing on a Star. De Wishing on a Star. Où est-ce qu'il est? Non. Et Sam, il me dit, t'es où là? T'es à Harlem. Il fait, tu viens tout de suite, il y a Jay-Z qui est dans les bureaux. Il faut que tu le rencontres. Gars, je sais même pas comment j'ai fait pour arriver aussi vite. Les connexions. Je suis arrivé, j'étais en eau. C'était l'été. Je dis, mais laisse tomber. J'arrive devant, en bas de chez Def Jam comme ça. Et là, il y a deux mastodontes qui sortent du building. Def Jam, c'était je sais plus quel étage. Qui sortent du building comme ça, qui arrêtent tout le monde. Genre, il y avait les limos, enfin les 4x4 limos et tout. Et moi, j'arrive, je fais non, je vais chez Def Jam. Tu vas attendre. Je fais non, je peux pas attendre, il y a Jay-Z qui m'attend. Il fait Jay-Z qui t'attend. Et là, il y a l'autre mec qui lui dit c'est lui comme ça et tout, c'est le français. Je fais merde, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit, tu vois. Et je dis ouais, mais là, il m'attend, il faut que j'aille le voir. Il fait non, mais cherche pas, il arrive là, c'est pour ça. On claire le space. Okay. On libère l'espace, tu vois. Et là, Jay-Z, il sort. Et il n'y a même pas SM, il n'y a personne, quoi. C'est genre, il y a Damon Dash et tout. Et je vais voir Jay comme ça. Je lui dis bonjour, je suis Armen, je suis le photographe qui a fait la photo, machin. Il paraît que tu veux me voir. Et il me regarde comme ça. C'était pourri, j'étais dégoûté. Il me regarde comme ça, il me fait what's up, man? Il rentre dans le 4x4. Je lui dis that's it. Il baisse la fenêtre comme ça. Il dit j'aime ton travail. Il dit en anglais, il me dit j'aime ton travail. Et c'est pas impossible que nos chemins ne se croisent pas. Et il dit je veux travailler avec toi. Il se barre. Mec, tu sais même pas le marathon d'Harlem que j'avais tapé, une pauvre poignée de main, et un mec qui me dit qu'il aime bien ce que je fais. Non, clairement, ça s'est fini à ça, tu vois. Après, je remonte voir SM et tout. Je fais, mais gars, toi, tu me dis de venir et tout. J'étais en train de shooter, je sais plus qui, n'importe quoi à Harlem, tu vois. J'étais en train de bosser, quoi. Enfin, et il me dit, ben ouais, mais il fallait être là. Je dis, ouais, il fallait être là. Alors, je poque à l'inter, je me téléporte. Je dis, je pouvais pas, tu vois. Il me dit, ouais, mais il a kiffé, il veut travailler avec toi, machin, nan. Sauf que la vie, c'est quoi? La vie, c'est que moi, je rentre en France,
qu'aux États-Unis, tu as 15 000 photographes qui sont au moins aussi bons, si ce n'est meilleurs que moi, faut être honnête, tu vois, et qu'au moment où il faut shooter la pochette, ben, Armen, il n'est pas à New York. Il est pas à New York. Donc au final, on n'a jamais bossé ensemble, tu vois. Mais ce que j'apprécie de ce mec-là, et c'est là où ça va être beaucoup plus intéressant, c'est que donc on y retourne, c'est là où je voulais en venir, pour Groove et Rap US. Et on y va, et il faut que je shoote 2 covers différentes, une pour Groove et une pour Rap US.